3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement et donc effectivement l'attestation, l'interdiction des déplacements interrégionaux soient levées et qu'à la mi-mai, certaines terrasses, certains lieux de culture rouvrent et évidemment les lieux qui ont été fermés rouvriront progressivement ensuite d'ici à l'été. Bonsoir ou rebonsoir. Dans quelques instants, les dates qui font fantasmer tout le monde. Les précisions, vous avez entendu Gabriel Attal, ont été données tout à l'heure à l'issue du Conseil de défense. Et finalement, le lundi 3 mai, dans 12 jours, que les premières restrictions seront levées et que le couvre-feu sera allégé. Et c'est le lundi 17 mai, 15 jours plus tard, que les restaurants rouvriront leurs terrasses. Oui, l'horizon s'éclaircit. Mais il y a comme un goût de déjà-vu, ça y est, les scientifiques de plus en plus nombreux montent au créneau pour dire qu'il s'agit d'un deuxième pari d'Emmanuel Macron, qu'on va rouvrir trop tôt, alors que l'épidémie n'est pas assez contenue, et donc la polémique s'enclenche à nouveau, comme il y a 2 mois. Un goût de déjà-vu. Alors qui a raison? Que montrent les chiffres? On en parle donc tout à l'heure avec sur ce plateau le professeur Bruno Wegerban. Bonsoir Bruno Wegerban. Merci d'être avec nous, chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Ça va mieux à l'hôpital Lariboisière dans votre service? On va dire la saturation du service par les patients et la Covid-19 est très élevée. Nous n'avons quasiment pas de place. La situation semble sur un plateau qui n'en finit pas. D'accord, pas encore la descente, non, c'est le plateau. Vous serez content d'aller boire un verre en terrasse? Oui, comme tout le monde. Avec nous également Sophie Coignard. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Éditorialiste au Point. On n'a pas la une du Point cette semaine. Ça sera la surprise. Ah oui, c'est trop tôt. Ils sont en retard au Point. Ça arrive, c'est parce qu'on cherche encore les infos. Mais votre édito à vous, un déconfinement de la France à la carte territoriale, et vous rebondissez sur cette interview d'Olivier Véran hier à nos confrères du Télégramme de Brest où il annonçait qu'il était favorable à l'idée de réouvrir région par région. Finalement, cette idée, elle est sur la table, mais on ne sait pas si elle a été retenue. Parce que c'est très compliqué. Enfin, je pense que le professeur Wegerban ne dirait pas le contraire, de rouvrir ici et pas là. Pour vous, ce ne serait pas simple? C'est ce que me disent mes interlocuteurs, que ça pose 1000 questions. Mais on en parlera. Avec nous également Adrienne Bretons. Bonsoir Adrienne. Bonsoir. Porte-parole du mouvement Les Engagés. C'est le mouvement de Laurent Geoffrin pour régénérer le débat d'idées à gauche. Mouvement proche de François Hollande. Ça vous agace quand on dit ça, mais c'est pour situer un peu le courant. Bon, on est plutôt social-démocrate, oui. Voilà. La social-démocratie, la gauche du gouvernement. Et puis avec nous également un élu local, Robert Ménard. Bonsoir Robert. Bonsoir. Maire de Béziers, soutien de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Absolument. Fondateur il y a quelques années de Médecins sans frontières. Vous savez De Reporters. De Reporters sans Je frontières. suis pas médecin, c'est le monsieur en face. Médecin, c'est Bruno. Plutôt journaliste. La partie de Bruno. Vous savez qu'on a parlé de vous hier, Robert. On a parlé de vous parce que à propos de cette mère de famille d'origine marocaine qui disait au président Emmanuel Macron: je regrette qu'il n'y ait plus de Pierre dans mon quartier. Mon fils de 8 ans croit que Pierre n'est pas un prénom, que c'est dans les livres, mais que ça n'existe pas vraiment comme prénom. Autrement dit, on manque de mixité. Vous aviez dit un peu la même chose. Exactement la même chose. Ça m'a valu un procès en appel et en cassation in fine que j'ai gagné mes 4 ans de procédure pour avoir juste dit ça, pour avoir dire que dans les écoles, dans les classes des écoles de Béziers, il y a les 2/3 des enfants sont d'origine immigrée et que ça pose un problème. D'abord pour les familles en question qui ont juste envie, même si elles sont françaises, me disent-elles quand je vais à l'entrée des écoles, on a envie de petits Français. Mais je leur dis, mais vous êtes française. Ils disent, oui, enfin vous comprenez ce que je veux dire, on veut des gens d'ici. Et voilà, ils ont besoin de ça, c'est ça la mixité. Ils ont envie que leurs enfants discutent avec des pierres. Et voilà. Alors, dans quelques instants donc, ces dates, mais avant cela, je voudrais dire un mot de la sensation en Allemagne. Regardez ce visage. Cette femme va peut-être succéder à Angela Merkel. Il faut retenir son nom parce que vous en entendrez parler. Elle s'appelle Annalena Baerbock. Elle a 40 ans. Elle est la représentante des Verts. Les Verts qui, pour la première fois de leur histoire, semblent en mesure de remporter les élections générales dans quelques mois. Un sondage publié la nuit dernière, suite à la désignation de la jeune femme comme candidate, leur donne même, regardez, 7 points d'avance. 28%, 21% pour la CDU, le parti d'Angela Merkel, qui, on le sait, ne se représente pas. 15 points d'avance sur les sociaux-démocrates, qui sont à 13 points. C'est le premier sondage depuis sa désignation. Un sondage ne fait pas le printemps, mais tout de même, les Verts, qui étaient considérés d'ores et déjà comme la deuxième force politique du pays, semblent désormais en mesure d'installer Annalena Baerbock à la chancellerie.
Alors, qui est-elle? Quel programme? Et puis, quel effet de souffle peut-être si elle est élue pour la présidentielle française? Imaginez, celle qui succède à Angela Merkel, c'est une candidate verte de 40 ans. Vous imaginez l'effet de souffle que ça aurait partout en Europe? Sur ces points, voici des indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est étonnant parce qu'il y a un relatif silence des médias sur ce fait qui fait encore une fois sensation en Allemagne. Alors qui est-elle d'abord, Anna-Lena Baerbock? Eh bien, Anna-Lena Baerbock a 40 ans. Elle a grandi à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, dans une ferme tenue par ses parents qui sont des écologistes militants. Vous voyez qu'il y a un peu d'hérédité dans ses convictions. Plus que son parcours, son signe distinctif, c'est son tempérament. Elle est connue pour son goût de la compétition. Elle est, vous le voyez, championne de trampoline, 3 fois médaillée de bronze au championnat d'Allemagne. Elle est également footballeuse. Elle exhibe aussi volontiers sa collection de blousons en cuir et elle est juriste en droit international. Elle rêvait aussi d'être reporter de guerre. Mais finalement, en 2005, après un stage auprès d'un député écologiste, elle intègre les Verts. Puis en 2013, elle est élue députée au Parlement allemand. Et c'est un peu à la surprise générale qu'elle devance son principal rival, ici à l'image, principal rival à la tête des Verts, Robert Habeck, dans la course à la chancellerie. Qu'est-ce qu'elle défend? Quel est son programme? Eh bien, elle incarne le courant réaliste des Verts, majoritaire aujourd'hui chez les élus. En clair, elle se revendique de l'économie de marché, mais elle veut un capitalisme qui réconcilie économie et environnement. Écoutez. Ich sage auch ganz klar, lasst uns niemals selber damit anfangen, Öko gegen Soziales auszuspielen. Das sind 2 Seiten derselben Medaille. Ich kämpfe in der Lausitz gegen den Kohleausstieg. Aber ich kämpfe auch in Brandenburg dafür, dass die Regionen nicht abgehangen werden. Alors son programme a bien évidemment un pan environnemental assez marqué, dire adieu au charbon d'ici 2030, atteindre 70% de gaz à effet de serre en moins en 2030 par rapport à 1990. Et surtout, elle veut investir 50 milliards d'euros de plus par an dans la recherche de pointe et notamment dans les transports verts. Elle est prête à assouplir les règles d'endettement de l'Allemagne. C'est un point clé de son programme. Et elle veut aussi instaurer un impôt sur les grandes fortunes. Enfin, son programme a aussi un pan international et européen. Elle veut, et c'est une différence notable avec la tradition verte, renforcer la défense européenne parce qu'elle estime que l'Europe tourne autour d'elle-même depuis des années et que le vide qui est apparu est comblé par les États autoritaires. Alors, comment poser la question? Est-ce qu'elle serait à l'aise parmi les Verts français? Eh bien, sans doute pas. Certes, elle est à gauche. Sur les sujets de société, notamment, elle a par exemple parrainé financièrement un réfugié syrien qui a, grâce à elle, pu obtenir un visa pour l'Allemagne. Elle demande plus de voies d'accès légales des migrants vers son pays. Mais son positionnement économique la place plutôt du côté de Luc Ferry, que l'on recevait d'ailleurs ici même il y a une semaine. D'ailleurs, elle est ouverte à une coalition avec les sociodémocrates et avec les conservateurs, comme c'est déjà la pratique dans plusieurs régions allemandes. Merci Fanny. Dans un instant, on sera en ligne avec Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, élu Bonsoir. Au nom des Verts en France, élu au nom des Verts en Allemagne, bref, qui connaît parfaitement les deux mouvements. Et on vous entendra avec intérêt sur cette sensation du côté des Verts en Allemagne. D'abord, je voudrais tout simplement qu'on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer, la puissance dominante de l'Europe. L'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants, sa force industrielle, son leadership d'une certaine manière dans les institutions européennes, et Angela Merkel qui serait remplacée par cette jeune femme. Ce serait une révolution, Sophie ? Ah oui, ce serait vraiment un événement considérable. J'ajoute que cette jeune femme n'est ni anti-européenne, ni pacifiste. Enfin, il faut se souvenir d'où viennent les Verts allemands. Hein. Vous vous souvenez, plutôt rouge que mort, etc. Il y a quand même eu au départ une base très pacifiste dans le mouvement vert allemand. Et on voit bien l'évolution sur beaucoup de sujets des Verts en Allemagne. Et moi, je suis tout à fait, pour tout vous dire, éblouie. Et je trouve que ça permettrait peut-être de poser un défi aux écologistes français sur le réalisme et, comment vous dire, une espèce d'appréhension globale de la politique qui serait finalement la bienvenue. Robert, d'abord peut-être, avant même d'évoquer les Verts français, imaginons encore une fois une Allemagne avec comme chancelière cette jeune femme
Depuis la guerre, c'est toujours le bloc social-démocrate ou le bloc de la CDU, des libéraux, qui a toujours occupé cette fonction. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, j'avoue que je ne la connaissais pas. Honnêtement, c'est quelqu'un, je ne suis pas le seul, je suppose, à découvrir. On l'a découverte il y a 2 jours. Voilà, qui est cette dame, qui me paraît évidemment plus réaliste que les nôtres. Mais les nôtres, ils sont juste barjots quand même. Je veux dire, c'est des gens, c'est des dingos, des jobards qui disent à peu près n'importe quoi. Être plus réaliste qu'eux, c'est pas difficile. Même si sur les questions de société, sur les questions de l'immigration, je pense qu'ils se valent. Mais c'est pas ça que je retiendrai. Ce que je retiendrai des Verts en Allemagne, c'est qu'ils font des alliances qui sont des alliances réalistes. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ils sont alliés avec la droite, d'autres endroits avec les sociodémocrates, d'autres endroits sociodémocrates, les Verts et la droite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont une approche. On a une politique en Allemagne qui peut-être tient plus compte de la réalité que des fantasmes idéologiques. Je vous rappelle qu'en Autriche, et Dieu sait que le chancelier, il n'est quand même pas un type de gauche. Il s'est allié, y compris avec l'extrême droite à un moment donné. Aujourd'hui, il est allié avec les écolos sans que ça lui pose de problème. C'est ça que je veux retenir. Ça veut dire que des gens comme ça, même si moi j'étais en désaccord avec eux et tout, on pourrait discuter. Les nôtres, tu ne peux pas discuter. C'est impossible. Ils ont pas... Peut-être qu'il y a des nuances entre Yannick moi, Jadot... en dehors de lui, je parle de tous les maires qui ont été élus. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tombés sur la tête et qui sont dans une position idéologique. Quand on a des gens avec qui on n'a pas des idées en commun, mais avec qui on peut parler, discuter, eux, la preuve, ils discutent avec des gens différents, je pense que c'est un grand pas. Ça donne une espèce de coup de vieux à nos Verts, à nous. Adrienne, quelle réflexion ça suscite chez vous ? Je trouve que c'est effectivement très intéressant. Je pense que c'est un parti qui a su rassurer ses électeurs, qui exerce le pouvoir dans 11 Länder sur 17. Donc ça fait quand même des années qu'ils sont au pouvoir maintenant. C'est un parti de gouvernement. Exactement. Et qui a su prouver qu'il savait allier en fait écologie et préservation de l'emploi. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui rassure les Allemands aujourd'hui. Ils sont notamment au pouvoir dans le Bade-Württemberg, donc dans la région de Stuttgart, qui est le cœur de l'industrie automobile allemande. Ils ont été réélus triomphalement là-bas et ils ont mené une politique qui n'était pas une politique où on arrive, on ferme l'automobile parce que ça pollue. Alliés à la droite. Ils ont allié à la droite, ils ont accompagné l'industrie allemande vers l'écologie et vers notamment une automobile électrique avec un investissement massif dans le réseau de bornes électriques dans cette région-là. Donc c'est effectivement un parti qui a le souci de l'équilibre entre transition écologique et emploi. Pour autant, ils ont aussi un programme social très fort qu'ils assument, avec notamment, vous avez dit, je crois, l'augmentation du SMIC, mais également la semaine de 30 heures par semaine, 30 heures de travail par semaine, l'impôt sur la fortune et sur les hauts revenus. Donc ils ont un programme social très fort qu'ils assument, et en même temps le souci de préserver l'emploi dans un pays qui est quand même très industriel comme l'Allemagne. Daniel Cohn-Bendit, d'abord question simple, est-ce que vous la connaissez, Annalena Baerbock ? Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec elle ? Oui, puisque quand elle était l'assistante d'une députée européenne, pas d'un député, j'étais président du groupe. Donc je la connaissais. Quelle impression Écoutez, vous a-t-elle fait ? Vous avez fait quelques petites erreurs. C'est très important. D'abord, si vous voulez comprendre l'Allemagne, il faut comprendre que le système électoral allemand est basé sur la proportionnelle. C'est-à-dire que vous avez des élections, chaque parti défend son programme, et après, on regarde avec qui on peut et comment faire une coalition. C'est-à-dire, c'est les électrices et les électeurs qui décident du rapport de force. Ben oui. Et l'idéologie, c'est pas de dire nous on est de gauche ou nous on est de droite. Il faut voir ce qu'on peut réaliser de notre programme après les élections. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce qui a été fantastique qui vient de se passer en Allemagne, Annalena Baerbock et Robert Habeck dirigent le parti depuis 3 ans et demi. Ils l'ont dirigé en commun. Ils ont transformé, et c'est leur grand succès, ce parti, en 3 ans et demi. Et ils ont décidé qu'ils décideraient, eux, qui sera ils discuteront. C'est-à-dire que le parti leur a dit, écoutez, nous, on ne peut pas décider. Et ils ont dit, on vous dira, après Pâques, qui est la candidate. Et tous les deux le voulaient. Et à la fin, parce qu'il y a une prédominance, disons, d'abord, si on peut, une femme, c'est Annalena Baerbock qui a gagné, mais pas contre. C'est avec, même évidemment. Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'elle peut devenir chancelière ? Écoutez,
ce qui s'est passé la semaine dernière avec la CDU me fait dire oui, c'est possible, même si pour l'instant, même s'il y a un sondage, mais le sondage... un sondage ne fait pas le printemps, mais enfin... Non seulement ça, mais il est un peu poussé, mais on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront au prochain gouvernement et qu'ils seront déterminants au prochain gouvernement, qu'ils soient en tête ou qu'ils soient en coalition avec la CDU, et c'est là où ils peuvent être, c'est là que je veux en venir, ils peuvent faire une coalition à 3 avec donc les Verts, les sociodémocrates et les libéraux. Et là, ils seraient à la chancellerie. Et quel impact aurait l'arrivée de cette jeune femme à la chancellerie? Ne serait-ce que symboliquement déjà. Symboliquement, c'est un dégagisme incroyable. Tout le monde, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un de différent. C'est une jeune femme qui fera que même Macron apparaîtra un peu vieux, qui fera que, si vous voyez... Alors, ce qui va être intéressant, par exemple, si elle était chancelière, c'est la discussion entre Biden et elle. Pourquoi? Parce que Biden est beaucoup plus poli que beaucoup de gens en Europe. Et donc, il a Kamala Harris, il la respectera. Mais ce qui serait intéressant, c'est comment, avec son déterminisme, elle s'opposera à Poutine et aux Chinois. Donc, je vois que ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce que ça va marcher? Personne ne peut le dire. Et quel effet de souffle ça pourrait avoir en France? Imaginons, encore une fois, qu'elle soit chancelière, chef de l'exécutif allemand. Quel effet de souffle ça pourrait avoir sur le débat politique en France? Vous aurez les Verts qui disaient « ouais, mais ce n'est pas vraiment des Verts, ils nous raconteront des petites histoires ». Écoutez, moi je les connais, les Verts français. Après le résultat qu'on avait fait aux Européennes en 2009, la première chose qu'ils ont fait, c'est « oui, mais Dany, il est trop à droite, il est pour l'économie de marché, allez, rentre à Bruxelles, etc. » Et je crois que l'effet de souffle, et c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est que les Verts allemands tentent dans leur programme d'allier donc transition écologique et transition sociale. Ils savent que la semaine de 30 heures, ils savent ce qu'ils ont dans leur programme. C'est pas ça qui s'en sortira au gouvernement. Ça sera, comme l'a dit Robert Ménard, bonjour Robert, ça sera une négociation. Et ils devront trouver... vous savez, en Allemagne, négocier, c'est fondamental. C'est fondamental, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, on ne sait pas. On croit. Écoutez, c'est pas vrai que les Verts d'Île-de-France pourraient, s'il y avait une possibilité mathématique, de faire, disons, un gouvernement avec Madame Pécresse. C'est pas impossible. Mais non, c'est qu'idéologiquement, ils sont complètement bornés. Ils sont de gauche sans qu'on sache ce que ça veut dire. Ils disent, il est midi plus 5, la planète va s'effondrer. Ah, on peut pas cette soir, on attend 5 ans. Donc il n'est pas à midi plus 5. Parce que sinon, ils essaieraient d'agir tout de suite. Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir été en ligne avec nous. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus. Quel effet ça aurait déjà sur le centre de gravité du débat politique en France? La France, elle est à droite aujourd'hui. Le Front National, le Rassemblement National est très haut. Dans les sondages, on voit que ces thèmes-là sont très hauts. Les thèmes de la droite sont très hauts. Est-ce que ça pourrait rééquilibrer les choses? Adrienne. Je pense quand même qu'il y a aussi une prise de conscience des Français de l'urgence écologique. Je pense que ça peut quand même aussi parler aux Français de voir que des Verts arrivent au pouvoir avec un programme qui est en fait réaliste. Et vous parliez de la droite et de l'extrême droite. Sur les sujets sociaux, l'extrême droite a parfois des accents assez sociaux. Et le gouvernement aussi a en ce moment finalement une politique avec le quoi qu'il en coûte qui est plutôt une politique sociale. Donc je pense que les sujets sociaux et environnementaux quand même parlent aux Français. Et donc de voir effectivement des écologistes qui arrivent au pouvoir en Allemagne avec une politique crédible, ça pourrait avoir un effet, peut-être pas sur le parti écologiste, mais sur des candidats comme peut-être Jadot, qui sont quand même beaucoup plus proches de cette candidature. Je rappelle simplement, pour mémoire,
l'état des forces en présence. Un sondage n'est jamais une prévision, mais regardez les intentions de vote en France telles qu'elles sont mesurées aujourd'hui. Yannick Jadot, il est à 6% dans les derniers sondages, on va le découvrir. 28% donc en Allemagne pour les Verts allemands, 6%, on la passe ce sondage. Robert. Ça dit tout. Personne ne peut croire qu'ils sont crédibles, c'est juste ça. Parce que, attendez-moi, les préoccupations écologiques, je les trouve dignes d'intérêt, évidemment. C'est un choix qui s'impose à nous. Même dans tous les cas, il faudra prendre des mesures. Mais le problème n'est pas là, le problème c'est eux. Elle, vous retenez, enfin je la découvre, on retient un certain nombre de choses, des paroles un peu prudentes, une volonté de ne pas faire de l'écologie une espèce de punition pour tout le monde et encore plus pour les entreprises. Qu'est-ce que vous retenez depuis un an des écolos chez nous ? Vous retenez que les arbres de Noël, c'est des arbres noirs et qu'il ne faut pas les mettre, que le premier gosse qui s'amuse à rêver d'avion, il faut le rééduquer, que les cours d'école, moi je les ai chez moi, les cours d'école, il faut qu'elles soient non genrées, parce que quand même que des garçons jouent au foot et des filles, enfin je veux dire c'est ridicule, ça donne 6% des voix. On est dans des personnes qui sont plus obsédés par les questions de société, par les questions comme islamo-gauchistes, il n'y a pas mieux que ça. Avec qui ils sont alliés dans un certain nombre de villes ? Pas tous. Mais enfin, attends, dans les villes, ils sont alliés avec qui ? Eux, en Allemagne, il leur arrive d'être alliés avec la droite. Enfin, voir des écologistes avec la droite en France, c'est invraisemblable. C'est un autre système politique aussi, oui, comme l'a mais expliqué même ici, quand tu es à table avec des écolos, ils ont l'impression que tu vas leur salir la main si tu leur serres la main. C'est quand même ça, la réalité. Et Jadot, quand il essaye de faire entendre un peu autre chose, vous avez vu comment il le traite. Moi, j'ai rigolé avec l'allusion que faisait tout à l'heure Danny Cohn-Bendit. Vous avez compris qu'on se connaît depuis... J'ai cru comprendre. Oui, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, mais j'ai toujours pu parler avec lui. Normalement, on n'est pas d'accord, mais je peux parler avec lui. Eux, c'est pas seulement qu'ils parlent avec personne d'autre, c'est qu'ils se parlent pas entre eux. Quand on voit au lendemain de la désignation de cette fille, vous avez vu le type qui pensait être élu à sa place, il a eu que des mots de bienvenue, de félicitations, une attitude sportive. Sophie. Là, en France, il s'insulterait le lendemain. C'est plus qu'une attitude sportive. Donc ce co-patron des Verts, qui s'appelle Robert Habeck, a dit, et ça a résonné dans mon esprit, ça s'adressait à la CDU et à la CSU, mais ça a résonné dans mon esprit comme s'adressant aux Verts français, puisqu'il a dit « Nous ne sommes pas le parti... oui, nous sommes le parti où l'on se tend la main quand d'autres se font des crocs en jambes. » Enfin, on a l'impression qu'il a dit cette phrase pour les écologistes français. Et donc, on voit bien quand même que effectivement, il y aurait à la fois, c'est ça que je redoute, une onde positive, mais qui sait si le résultat, en ce qui concerne les Verts français, ne serait pas encore pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se boucher le nez en se disant que cette dame, qui serait chancelière, vice-chancelière, on parle de ça aussi, finalement n'est pas fréquentable et qu'elle a fait des alliances qui sont des alliances contre nature. Donc, à voir. À voir. Moi, je ne suis pas sûre que la France... Enfin, j'espère que la France serait impactée de manière positive. J'en suis pas certaine. Vous vouliez ajouter un dernier mot, Daniel Cohn-Bendit ? Je voulais dire que ce qui a été dit tout à l'heure est très important. C'est que l'évolution des Verts est liée à l'élection à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient de gauche. Et ils faisaient des alliances qu'avec le SPD, les sociodémocrates. Et puis, ils ont vu que ça ne suffit pas pour faire des mains. Et ils se sont dépassés. Ils se sont dépassés en disant, bon, notre programme est important, voyons d'abord dans les villes, puis dans les Länder, si on peut travailler avec la droite. Et en S, et pendant 5 ans, ils ont été avec la droite. Aux élections suivantes, c'est eux qui ont continué à gagner, alors que la droite, même, a peu perdu. Ils sont toujours avec la droite. Et puis, deuxièmement, donc c'est un processus. Et deuxièmement, ce que Habeck et Annalena Baerbock représentent, c'est malheureusement ce que Macron a perdu, la bienveillance. Ils sont bienveillants, les deux. Ils savent évidemment que Habeck est triste, évidemment qu'il voulait être candidat chancelier, mais il est bienveillant. Et ça, les Verts français, et je crois dans tous les partis politiques français, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Alors, et ça,
C'est ça qui est terrible dans la politique en France. Le macroniste Daniel Cohn-Bendit est déçu, là. On entend, Non, mais on l'entend clairement. La bienveillance, c'est un joli mot. La politique en France, c'est le contraire de la bienveillance. C'est dans tous les partis. Dany, chez les Verts, mais tu prends les socialistes, tu prends la droite de la droite. C'est tous pareil. Ils passent leur temps à se détester et à trouver que le type qui est le plus proche d'eux idéologiquement, c'est leur pire ennemi. On a une vie politique qui est basée là-dessus. Et au Rassemblement national ? Mais pareil, mais exactement pareil. Moi, je les vois de l'extérieur parce que j'ai jamais foutu les pieds dans ces partis-là, dans aucun parti. Enfin, non, c'est pas vrai, j'étais au Parti Socialiste il y a 40 ans. Mais enfin, tu peux pas les supporter. Ils passent leur vie dans des tambouilles à se dire du mal les uns des autres. Et au fond, Dany a préféré la victoire d'un ennemi que celui d'à côté d'eux si c'est pas eux. C'est exactement comme ça qu'ils réagissent. Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir été avec nous. Pas de quoi. Le virus et ses nouvelles précisions issues du Conseil de défense qui s'est tenu tout à l'heure auprès d'Emmanuel Macron, le bienveillant ou pas, je ne sais pas. Donc tout à l'heure à l'Élysée. Et avec ces dates qui font rêver tout le monde, eh ben on les a ces dates pour la réouverture des restaurants, des lieux culturels, pour l'assouplissement du couvre-feu. Emmanuel Macron, en tout cas, maintient et précise ses objectifs et déjà, le bras de fer commence avec une partie des scientifiques qui trouvent que c'est trop tôt, qu'il aurait dû surseoir, qu'il aurait dû reporter un peu ces dates de réouverture. On fait le point, on met tout sur la table. Voici ce qui nous attend, les indispensables, avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors il y a une première date à avoir en tête, c'est le lundi 3 mai, donc dans un peu moins de 2 semaines. Exactement, la date que tout le monde va retenir, donc lundi 3 mai, pas lundi prochain, le lundi juste après. On parle donc dans moins de 2 semaines. Cela correspond en fait à la rentrée physique, vous savez, des collégiens et des lycéens. Date du 3 mai, confirmée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Écoutez-le. Le 3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement et donc effectivement l'attestation, l'interdiction des déplacements interrégionaux soient levées et qu'à la mi-mai, certaines terrasses et certains lieux de culture rouvrent. Et évidemment, les lieux qui ont été fermés rouvriront progressivement ensuite d'ici à l'été. Alors revenons sur cette date du 3 mai. 2 mesures vont tomber à cette date-là. D'abord, Gabriel Attal l'a dit, la limite de déplacement de 10 km autour de son domicile et avec elle, l'attestation de déplacement. On pourra circuler partout sur le territoire français sans limite. Deuxième changement de taille, la fin du couvre-feu tel qu'on le connaît à 19h. Il ne va pas disparaître ce couvre-feu, il va être allégé. Il y a 2 hypothèses, soit il est passé à 20h, soit, et certains militent au sein du gouvernement, pour qu'il soit même passé à 23h. Ça reste encore à trancher. Ah oui, ça fera quand même une grande différence. Enfin, d'ores et déjà, voilà, allègement du couvre-feu, ça changera déjà le quotidien de notre quotidien. Et puis deuxième grande date, le lundi 17 mai. Oui, on a beaucoup parlé de la mi-mai, mais si on regarde le calendrier, vous voyez que le 15 mai arrive sur un samedi, ça n'arrange pas le gouvernement. En fait, l'hypothèse qui tient la corde, c'est celle donc du lundi 17 mai, 2 semaines après le 3. Alors à cette date-là, réouverture des terrasses, des bars et des restaurants, avec le protocole de 6 personnes maximum par table et 1 mètre entre chaque table. Réouverture de ce qu'on appelle les commerces non essentiels. En fait, ce sont les magasins de vêtements, de jouets, les centres commerciaux, les salons de beauté aussi. Et puis là aussi, il y aura des jauges mises en place. Et les lieux culturels. Alors, on a longtemps parlé seulement des musées. Apparemment, Roselyne Bachelot a eu gain de cause. Il y aurait aussi avec les cinémas, les théâtres qui rouvriront. Là aussi, des jauges sont prévues. On parle notamment de cette règle de 1 siège sur 3 dans les salles de cinéma. Et finalement, ce sera national ou ce sera territorial, comme Olivier Véran le laissait entendre hier? L'hypothèse d'une réouverture du territoire par palier, par région, elle tient, elle est sur la table. On nous dit que pour l'instant, ça, c'est pas encore tranché. Ça pourrait aussi jouer, cette histoire de territoire, sur les jauges. Je vous ai parlé de cette règle de 1 siège sur 3 dans les salles de cinéma. On peut imaginer qu'en Bretagne, où il y a moins de virus, on passerait à 2 sièges sur 3. On permettrait à ces lieux-là de rouvrir un peu plus. Donc, Emmanuel Macron maintient les dates qu'il avait évoquées lors de sa dernière allocution, quand il avait annoncé ces nouvelles mesures de restriction. Et ça fait grincer des dents, le fait qu'il maintienne ces dates. Est-ce qu'on peut dire, Baptiste, qu'après le premier pari de la fin janvier et de février de ne pas reconfiner, malgré l'avis de beaucoup de scientifiques qui le poussaient à le faire, il prend aujourd'hui un deuxième pari avec, là encore,
de nombreux scientifiques qui sont en train de monter au créneau pour dire que c'est trop tôt. Oui, très clairement. Très clairement, c'est ça parce que c'est une nouvelle forme de volontarisme et d'autres diront que c'est aussi une énorme prise de risque. Alors pourquoi ? Déjà parce que si vous vous repenchez un peu sur les dernières semaines, ce n'était pas exactement ce discours-là qui était tenu par l'exécutif, par Emmanuel Macron, par les membres du gouvernement. Souvenez-vous des objectifs sanitaires qui étaient avancés à chaque prise de parole, objectifs beaucoup plus ambitieux. Souvenez-vous, c'était à l'automne dernier. C'est freiner le virus, c'est faire que ces 20 000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3 à 5 000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. Pour, au fond, revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l'ordre de 10 à 15% d'honoraires au maximum. 5 000 cas par jour, c'est le niveau à partir duquel nous pouvons réduire durablement le niveau de pression sur nos services hospitaliers. Il y a trop de cas au quotidien, plus de 10 000 cas, alors que nous voulions tomber en dessous des 5 000 cas pour reprendre le contrôle sur les chaînes de contamination. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés et d'avoir entre 2 500 à 3 000 personnes en lit de réanimation. C'est toujours un peu sévère de réécouter les déclarations passées. Oui, parce que 5 000 cas par jour, on en est loin, très loin, et on n'y sera pas au début mai. Si vous regardez cette courbe du nombre moyen de nouveaux cas par jour, on est à 32 270 cas en moyenne chaque jour en France. Vous voyez que ça baisse très nettement, et notamment depuis 5 jours, il y a ce petit creux qui est dû, on l'a dit, à l'artefact du lundi de Pâques. On sera au mieux début mai, selon les projections, peut-être à 20 000 cas par jour, peut-être à 15 000, sûrement pas à 5 000 cas, c'est inatteignable. Et puis vous avez entendu Emmanuel Macron parler de l'autre objectif qui concerne les hôpitaux et les services de réanimation. Il nous dit qu'il faut être entre 3 000 et 5 000 lits de réanimation occupés. On est aujourd'hui à 5 984 lits de réanimation occupés par des patients Covid. Là encore, impossible d'imaginer d'être à 3 000 lits occupés. Vous voyez qu'on est au mieux sur une phase de stabilisation, on commence à être sur un plateau. Le temps que les services de réanimation voient les patients partir, ça mettra encore plusieurs semaines. Et c'est pourquoi un grand nombre de scientifiques, de médecins, comme il y a 3 mois, eh bien, ils disent à Emmanuel Macron, c'est peut-être précipité, c'est peut-être prématuré. Ouvrir maintenant dans des endroits où la situation ne s'est pas vraiment franchement améliorée, personnellement, je ne comprends pas la rationalité de cette décision. J'ai le sentiment qu'on est sorti de la rationalité, qu'on a pensé qu'on allait mieux s'en sortir comme ça, qu'on a voulu faire des paris qui n'ont pas été vraiment gagnés, mais à la fin, c'est toujours les données qui ont raison. On n'est pas du tout sorti de l'auberge, on est très très loin de ça. Nous, on est vraiment en train de couler là, on est vraiment en grande noyade. C'est une prise de risque. Il y a encore deux menaces. C'est une forte circulation, certes un peu en baisse du virus, plus de 30 000 contaminations par jour, et puis la menace de l'introduction de nouveaux variants ou de l'émergence de nouveaux variants. Alors comment justifier cette volonté de maintenir ces dates de réouverture coûte que coûte ? Parce qu'il y a une chose qui a changé, la nouvelle donne, c'est la vaccination. Le chiffre d'hier soir, 13 millions de Français qui ont au moins reçu une dose du vaccin. On parle de 24% de la population adulte française, c'est-à-dire une personne sur 4 de 18 ans ou plus, qui aujourd'hui a reçu au moins une dose. Regardez le chiffre des plus de 75 ans. 69% d'entre eux sont vaccinés, entre guillemets. Quasi 100% si l'on parle des résidents d'EHPAD. À la mi-mai, on nous parle de 20 millions de Français, 30 millions ce sera en juin. 20 millions de Français, c'est 40% de la population adulte. De quoi, selon Emmanuel Macron, promettre un déconfinement réussi. Écoutez-le. Les choses s'accélèrent. La semaine dernière, on a vu 2,5 millions de doses injectées, ce qui est le chiffre le plus atteint que la France ait obtenu sur une semaine. Et ce qui nous porte à 17 millions de doses administrées depuis le début, ce qui nous place parmi les pays qui ont vacciné le plus de leur population adulte au sein de l'Union. On est sur la bonne voie. Le dernier point, c'est l'immunité qui est due à la maladie. Et on sait que depuis le mois de janvier 2021, sur ces 4 derniers mois, on a 2,7 millions de Français qui ont contracté la maladie, qui ont été détectés positifs. Vous pouvez donc les ajouter aux vaccinés parce qu'eux ne craignent plus rien, en tout cas pendant quelques mois encore. On peut y ajouter d'autres Français qui ont sûrement été contaminés sans le savoir, qui ont des défenses contre le virus. Tout ça fait gonfler la fameuse immunité collective qui sera à la fin sûrement la clé pour sortir de cette épidémie. Merci beaucoup Baptiste. Avant de vous entendre, on retrouve Adrien Gindre, chef du service politique TF1 LCI, parce que vous êtes toujours très bien informé sur ces conseils de défense. Adrien, d'abord, est-ce qu'on peut dire que ce calendrier, 3 mai, avec ce qu'on a vu, et puis 17 mai, avec ce qu'on a vu aussi, il est gravé dans le marbre ?
Alors, je vais vous décevoir, David, je ne ferai pas doucher l'enthousiasme, mais la réponse est non. Non, parce qu'elle est quand même conditionnée, toute cette réouverture, à deux choses. Un, le fait que la situation continue de s'améliorer. Deux, le fait que l'amélioration s'accélère pour certaines réouvertures. Il faut distinguer en fait deux phases. Il y a la phase du 3 mai dont nous parlait Baptiste. Là, c'est clair que l'idée, c'est bien de supprimer la règle des 10 km si les chiffres continuent d'évoluer comme aujourd'hui avec un tassement progressif. En revanche, pour les phases d'après, celles qui sont les phases de la mi-mai, là, va bien falloir que l'amélioration s'amplifie. Et là, on va retrouver un clivage qu'on a déjà eu dans les mois, les semaines passées, vous savez, entre ceux qui sont les plus durs au sein du gouvernement et ceux qui veulent davantage rouvrir. Il y a déjà une petite friction qui a commencé en interne au sein de l'exécutif pour se dire quelles seront les conditions. Vous avez remarqué tout à l'heure Gabriel Attal, et vous le montriez sur ces derniers mois, il n'a donné aucun critère. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de nombre de contaminations en réanimation, en hospitalisation, pour nous dire comment on rouvrira. Donc c'est un plan, mais c'est un plan à ce stade. Et d'ailleurs, à Matignon, encore aujourd'hui, on disait que l'épidémie avait appris à beaucoup de prudence et que le 3 mai, c'est en fait encore très très loin. Est-ce qu'il a été discuté de la règle du régional ou du national? C'est-à-dire, est-ce qu'on déconfine région par région, les moins touchés puis les plus touchés, ou est-ce que ce sera tout d'un coup? Effectivement, c'est un sujet qui a été discuté, mais qui, pour le coup, lui, n'a pas été tranché. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a une volonté de faire une règle pour tous les Français. C'est la volonté d'Emmanuel Macron, qu'il y a quelque chose de lisible, de clair. Mais ça ne doit pas empêcher, c'est une forme de, en même temps, une adaptation au cas par cas, là où la situation serait différente. Alors, c'est pas encore bien clair, pour tout vous dire, de savoir si on durcira particulièrement dans certains endroits plus fragiles ou si on allègera un peu plus vite dans certains endroits où ça se passerait mieux. Après, en réalité, si on veut résumer l'état d'esprit global de l'exécutif, David, il ne faut pas faire une analyse uniquement sur les chiffres. Il ne faut pas, pour vous faire une idée de ce qui se passera, regarder uniquement l'incidence, l'hospitalisation, la réanimation région par région. D'ailleurs, au gouvernement tout à l'heure, un très haut placé nous faisait cette confidence. D'un point de vue épidémiologique, on ne devrait pas rouvrir les écoles. Donc on ne va pas rouvrir effectivement au mois de mai, simplement en regardant les chiffres. On va regarder en voyant l'effet que ça a sur la société. Les écoles, on rouvre par exemple, non pas parce que la situation sanitaire est satisfaisante, mais parce qu'on ne veut pas dégrader la situation éducative et sociale d'un certain nombre d'enfants. Ce sera la même chose en fait sur les secteurs qui vont ouvrir. Il y aura bien sûr une approche sanitaire, une approche épidémiologique, mais il y aura aussi une question d'acceptabilité, de soutenabilité des mesures par les Français. Puis, vous l'avez certainement constaté autour de vous, tous ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a des mesures, on peut dire qu'on continue de les conserver, mais en réalité, elles ne sont déjà plus parfaitement appliquées par les Français. Mieux vaut dans ce cas-là alléger un peu et appeler encore une fois à un discours de responsabilité pour espérer que les Français contribuent à réduire la circulation du virus. Mais alors justement, Adrien, même s'il y a encore un peu de marge de manœuvre, on l'a compris, on va observer quand même ce qui se passe, c'est dans un mois, le 17 mai. Malgré tout, ces dates sont maintenues, en tout cas pour le 3 mai. Est-ce qu'il a conscience, Emmanuel Macron, est-ce que le gouvernement a conscience que on va repartir dans une sorte de bras de fer avec les scientifiques, enfin un certain nombre de scientifiques et de médecins qui vont dire c'est trop tôt, c'est dangereux, arrêtez. Comme il y a 3 mois. Oui, bien sûr, mais là j'ai envie de vous dire c'est encore plus assumé qu'il y a 3 mois. Le sentiment que j'ai en parlant aux différents interlocuteurs au sein du gouvernement, c'est qu'en réalité cette question elle est tranchée. Emmanuel Macron, là désormais il n'est plus dans un bras de fer avec les scientifiques, il est dans un dialogue avec les Français. Il a pris un engagement devant les Français, c'est à eux qu'il s'adresse, et puis il estime surtout que là l'état d'esprit du pays a complètement changé et qu'on ne peut pas désormais aujourd'hui considérer que les Français sont dans la même humeur qu'il y a un an, qu'on ne peut pas leur imposer la même chose et surtout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a la vaccination qui continue de progresser, d'augmenter. Alors attention tout de même à ne pas se dire que parce que les Français accepteraient moins les mesures, tout sera simple et facile. Tout à l'heure, Baptiste évoquait la date du 3 mai et la disparition de l'attestation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elle va disparaître en journée pour les déplacements de plus de 10 km. Pour ce qui est de la soirée et du couvre-feu, c'est pas encore gravé dans le marbre pour le coup. On peut très bien encore, le 3 mai, les premiers jours de mai, avoir un couvre-feu le soir, qui veut dire donc une attestation le soir avec des motifs dérogatoires. Par exemple, si vous devez aller travailler après 19h, 20h, on verra quel est l'horaire qui est retenu. Donc, il y a un dialogue avec les Français pour Emmanuel Macron, mais il y aura aussi quand même encore des efforts à fournir pour satisfaire les scientifiques. Il pourra aussi dire aux scientifiques, vous voyez, je continue de gérer l'épidémie de la manière la plus fine possible. Merci Adrien, merci pour ces précisions. Alors on se tourne vers l'un de ces médecins renommés, un grand médecin parisien à l'hôpital Lariboisière. Est-ce que ce volontarisme
encore une fois, on comprend que tout n'est pas définitivement gravé, mais enfin, on comprend le sens. Est-ce que ce volontarisme, il a du sens pour vous, Bruno, ou est-ce que vous trouvez, comme certains de vos confrères, on en a entendu, on en entendra d'autres, qui trouvent que c'est prématuré? Je pense qu'il a du sens. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une attente très importante de la population pour cette réouverture, et le président s'y est engagé en donnant des perspectives justement pour permettre à chacun d'entre nous, dans la période actuelle, d'appliquer les mesures de restriction demandées. Alors, malgré tout, il y a une certaine prise de risque, il faut le dire, mais ce risque est contrôlé. Alors pourquoi prise de risque ? Comme vous l'avez rappelé, les contaminations vont rester encore à un niveau relativement important. Je pense qu'effectivement, elles seront plutôt de l'ordre de 15 000 nouvelles contaminations par jour. Donc on est quand même 3 fois au-dessus du seuil de 5 000 qui permettrait une politique très stricte. Là, vous parlez du 3 mai. Voilà, le 15 mai. 15 mai. Le 15 mai. 15 000 encore dans un mois. Probablement. En fait, la vitesse de baisse des nombres de contaminations est moitié plus faible que celle à la suite du confinement de mars-avril 2020. La deuxième difficulté, effectivement, vous l'avez dit, c'est que les réanimations vont être beaucoup plus saturées encore. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 6 000 lits. Il est probable que le 15 mai, nous soyons rentrés dans nos murs, c'est-à-dire plutôt en dessous de 5 000 lits occupés, mais malgré tout, une saturation très importante par les patients ayant la Covid, probablement de l'ordre encore de 80% des patients ayant la Covid. Mais malgré tout cela, vous dites... Alors, malgré tout ça, c'est contrôlé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les autorités sanitaires vont observer les vitesses de baisse des contaminations. Et puis surtout, il va y avoir encore des mesures de restriction maintenues. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que le 15 mai, tout est ouvert et ça y est, c'est reparti. Le couvre-feu sera encore en place, probablement vers 20h ou 21h. Donc il permettra de maintenir les choses. Et puis surtout, il y aura des distances sur les terrasses. Exactement. Et puis la réouverture, pour le moment, elle est encore très floue. Donc je pense effectivement, elle sera territorialisée. On sait qu'il y a un rapport de 1 à 6 entre les différents territoires en termes de contamination. Et probablement, les lieux et les situations les plus à risque de contamination ne seront toujours pas autorisées, c'est-à-dire les grands rassemblements, les réunions dans les lieux clos. Donc seront autorisées en fait les visites de musées, les terrasses, qui sont quand même pas les lieux les plus à risque. Et effectivement, le soir, il n'y aura pas d'activité sociale à partir d'une certaine heure, car là aussi, on sait que c'est là où les débordements se font. Donc, malgré tout, ce risque sera bien contrôlé. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est possible, contrairement à février, car, effectivement, l'immunité vaccinale augmente. Et alors ça a vraiment un sens, ce raisonnement-là. Tout à fait. De dire, on est à 13 millions de personnes avec une dose, on peut y ajouter 2 millions, voire un peu plus de 2,5 millions qui ont contracté les variants, c'est-à-dire c'est depuis le 1er janvier. Et donc ça pèse. Voilà, on peut penser que le 15 mai, il y en aura beaucoup plus encore, puisqu'on part sur une vaccination de masse. Mais évidemment, 20 millions normalement. Voilà, mais évidemment, tout dépend de cette adhésion à la vaccination. Ouais. Mais surtout, c'est pas n'importe qui, c'est les personnes âgées, celles qui sont le plus susceptibles. Voilà. Donc je pense il y a un certain risque, mais c'est quand même un risque contrôlé. Si la situation échappait, on peut toujours revenir en arrière ou freiner le mouvement d'avancée. Et petit incident, on vient de recevoir les chiffres de ces dernières 24 heures, et ils confirment que ça va un peu mieux, que c'est une stabilisation légèrement orientée vers la baisse. C'est difficile, il faut comparer. Quand on voit 35 000 cas, 34 968 nouveaux cas, mercredi dernier, on était à 43 000. Il ne faut jamais s'arrêter sur une journée. Mais enfin, la tendance, elle continue à être à l'aplatissement, très léger. Le nombre de décès, vous le voyez, les patients hospitalisés, c'est en légère baisse, c'est en baisse. Oui. Et les patients en réanimation, c'est en baisse aussi. Alors ça reste haut, oui, c'est un plateau. C'est le plateau en fait. C'est le plateau. Alors on ne sait pas encore si le pic des hospitalisations et des admissions en réanimation est atteint. Vous n'en êtes pas sûr non, on ne peut pas le dire parce que c'est vraiment un plateau qui tend. Malheureusement, ce plateau risquerait de durer assez longtemps. Mais quand même, ça ne monte pas. On a l'impression que ça ne monte pas. Alors vos questions, vos réflexions sur ce nouveau risque calculé peut-être qui est prêt à prendre. Oui, alors si vous voulez, je trouve c'était formidable ce qu'a fait Baptiste Morin effectivement avec ses déclarations où on donne des objectifs chiffrés qui n'ont jamais été atteints. Je voulais quand même observer deux choses et avoir l'avis du professeur Megarban sur ces deux choses. C'est que
on pourrait aussi passer des images ou des sonores assez compliqués pour M. Delfrécy et les siens, qui avaient, si ma mémoire est bonne, promis à Emmanuel Macron que même si on fermait tout, on aurait 9000 personnes en réanimation. Pendant la deuxième vague. Donc la cruauté, on peut aussi l'exercer vis-à-vis des experts alarmistes, me semble-t-il. Donc ceci me fait dire que je trouve assez compréhensible, en fait, qu'on donne pas de... Enfin, qu'Emmanuel Macron ne donne pas de chiffres ou que Jean Castex ne donne pas de chiffres. Je le trouve compréhensible parce qu'on ne refait jamais deux fois la même erreur si on est relativement avisé. Or, on a bien vu comme Baptiste Morin nous l'a montré tout à l'heure, qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et là, c'était tout à fait évident. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que ces objectifs aujourd'hui, de ce que j'en comprends, de nouveaux cas n'ont plus la même signification qu'ils avaient il y a un an. Est-ce que c'est vraiment le cas, professeur de Megarbal? Que voulez-vous dire? Il y a toujours autant de gens contaminés, mais ces gens contaminés, d'une certaine manière, sont compensés par le fait que les vecteurs de contamination sont moins nombreux grâce à la vaccination et à l'immunisation. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je relativiserai. D'accord. Une personne contaminée reste une personne contaminée. Néanmoins, effectivement, probablement, ça n'est plus les personnes âgées et à risque de mourir ou d'arriver en réanimation. Ça sera de plus en plus des personnes beaucoup plus jeunes, non vaccinées. Mais il est vrai, c'est là où je nuancerai, malheureusement, avec probablement les variants, ces personnes quand même s'exposent à un certain risque de forme grave. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui en réanimation plus de jeunes et plus de femmes. Vous le voyez chez vous? Oui, on le voit. Plus de jeunes, plus de femmes et plus de personnes avec de très faibles, voire très discrètes comorbidités faire des formes graves. Alors, une dernière petite question, justement. La stratégie de vaccination, ça a été de vacciner les plus faibles, on l'a bien compris, etc. Mais à partir du moment où on veut rouvrir, est-ce que il ne faut pas réexaminer tout ça? Parce que finalement, on n'a pas vacciné les plus contaminants, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande vie sociale, qui ont le plus grand nombre de contacts quotidiens avec autrui, etc. Donc on rouvre, et ces gens-là, par contre, ils ne sont pas très immunisés. Vous avez raison, mais à l'inverse, on a immunisé toutes les personnes qui risquaient de mourir parce qu'elles pouvaient être contaminées secondairement par ces personnes qui ont une vie sociale importante. Les nouveaux cas sont des nouveaux cas moins graves qu'ils ne l'étaient il y a un an, en moyenne. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un an, on aurait eu 30 000 cas quotidien, on aurait beaucoup plus de morts et beaucoup plus de patients. On est quand même à plus de 300 morts par jour, ça vous surprend pas? Alors oui, parce que la maladie reste grave et à nouveau, les 300 morts sont des personnes, surtout des personnes qui sont en réanimation déjà depuis un mois et demi, qui ont été contaminées au moment où la vaccination encore n'avait pas touché ces personnes, ces classes d'âge de plus de 65 ans. Mais très clairement, elle va diminuer avec le temps. D'accord. Oui, Robert. Professeur, je ne suis pas médecin, mais quand même, je reprends ce que vous disiez à l'instant. Quand même. On m'a expliqué qu'au-delà de 250 taux d'incidence, c'est que vraiment c'était le maximum du maximum. Dans ma ville, hier, 442. On m'a expliqué que si on avait plus de 5000 personnes atteintes du Covid par jour, c'était une catastrophe. On m'a expliqué qu'au-delà de 3000 personnes en réanimation, c'était un problème. Tout ça a explosé et vous venez nous dire, là, je ne doute pas de votre bonne foi évidemment, que finalement quand même les chiffres, ils ne veulent plus tout à fait dire ce qu'ils disaient. Il y a 15 jours, j'étais sur ce plateau, ou il y a un mois, je ne me rappelle plus, il y avait un professeur comme vous qui nous expliquait que tant qu'on ne serait pas en gros à 90%, je ne dis pas de vaccination, on se mettait à l'abri de rien. On est quand même à 24% des adultes. 24% des adultes, pas 24% de la population. 24% des adultes. Et 70% des plus de 75 ans. Oui, mais enfin, il te disait 90% de tout le monde. Il disait ça, c'est vrai. Alors moi, je n'arrive plus à vous comprendre. Ni vous, ni les politiques. Je comprends qu'il a tellement envie de tenir les promesses qu'il a fait qu'il est prêt à jouer, à prendre des risques. Alors moi, ma question, elle est, est-ce qu'il prend des risques, mais enfin, qu'on peut accepter, ou est-ce qu'il prend des risques comme les politiques sont capables de le faire de temps en temps, avec un brin d'irresponsabilité, et vous viendrez nous dire dans un mois et demi, ce type, il avait tous les critères pour ne pas le faire,
et il l'a fait. Il a répondu tout à l'heure, quand même. Oui, non, mais enfin, attendez, moi, j'ai Bruno. vu ici ce plateau. Il a dit, oui, il y a un risque, mais plutôt maîtrisé. Vous trouvez maîtrisé alors que tous les indicateurs sont dans le rouge par rapport à ce Oui, que vous avez mais ils sont en train de se tasser. Ouais, enfin, Ils sont en train de se tasser. Sauf que dans 15 jours, vous dites vous-même qu'ils continuent à être dans le rouge. Au lieu d'être 6 fois plus important le taux de gens contaminés, ce sera 5 ou 4. Bon, enfin, c'est quand même pas la même chose. Non, vous avez raison. alors, réponse. Si on se plaçait que d'un point de vue Professeur sanitaire, effectivement, il faudrait confiner Mais même vous êtes strictement. Et oui, vous êtes médecin, vous. Je suis toubib, mais je suis aussi réaliste. C'est-à-dire, je vois aussi les désirs de la population, les difficultés que créent ces mesures de restriction sur un certain nombre d'activités sociales et économiques. Et je crois qu'il faut faire un compromis entre tout ça. Mais heureusement pour nous, effectivement, désormais, et probablement encore plus le 15 mai, une grande partie de la population à risque de faire des formes graves ou de décéder sera protégée. Moi, je trouve Maintenant, que vous passez quand même aux pertes et profits. Comme ça, les 300 morts par jour, c'est quand même... Mais il nous dit que ça va diminuer, en fait. Il nous dit que c'est des personnes qui ont été contaminées avant d'être vaccinées. Effectivement, le virus va continuer à circuler. Bien sûr, pour pouvoir arrêter la circulation du virus, il faudrait 90% de personnes vaccinées. Ça ne sera pas le cas. Le virus va continuer à circuler. D'ailleurs, même nous sommes convaincus que nous aurons des patients ayant la Covid-19 pendant encore 2 à 3 ans dans nos services. Ah, vous en êtes convaincu aussi. Bien sûr, parce que évidemment, malheureusement, on n'atteindra pas ce taux. Non, mais évidemment non. Ça sera une pathologie. Même avec 90% de personnes vaccinées. Probablement, parce qu'il y aura des personnes non vaccinées qui vont aller faire des voyages à l'étranger, qui vont se contaminer. Il y aura peut-être des variants qui, de temps en temps, vont relancer un peu l'épidémie. Donc, ça sera une maladie chronique. Attendez, mais évidemment, elle ne paralysera pas la société. C'est ça le point important. Honnêtement, je ne comprends pas, parce que vous dites, en gros, tous ces chiffres, c'est bien, mais il y a 6 mois, ils avaient de la valeur, ils en ont un peu moins maintenant. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même... Attendez, on nous parle des variants à longueur de temps, en nous disant ils sont plus dangereux. Alors maintenant, c'est l'Indien dont je... On va y venir. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que est-ce que pour tenir ses promesses, il n'est pas, enfin, le chef de l'État, même si je comprends un peu aussi, je vois bien chez moi, les gens, ils en ont ras-le-bol pour dire les choses brièvement, est-ce que quand même, ce n'est pas des risques que vous serez le premier à lui reprocher si ça ne se passe pas bien et que les variants dont on nous parle s'avèrent plus résistants, qu'il faut trouver alors une 3e vaccination ou je ne sais pas quoi? Je crois qu'il va faire de façon très rationnelle une réouverture, mais très maîtrisée, avec des protocoles sanitaires bien contrôlés. Et pas partout en même temps. Et une réouverture très partielle. C'est ça le point important. Très partielle. C'est ça, Adrienne. Le réalisme, c'est là. Ce qui est effectivement compliqué à comprendre pour les Français, c'est les critères de choix de l'exécutif sur la gestion de cette épidémie. On a eu effectivement des critères qui étaient très scientifiques à un moment. Là, on comprend qu'on bascule dans un choix plus politique en se disant que les Français ne peuvent pas tenir, que le président s'est engagé en donnant une date, il a engagé sa parole et donc il ne peut pas revenir dessus. Mais c'est ça qui est difficile à comprendre et le débat démocratique quand même sur les critères de choix de gestion du confinement, déconfinement est assez obscur. Je voulais aussi revenir sur le sujet des écoles parce que je trouve que c'est assez emblématique de cela. On a fermé les écoles pendant 3 semaines. Je ne sais pas si 3 semaines, ça permet véritablement de lutter contre toute contamination au sein des écoles. Et puis surtout, ce débat est resté quand même assez flou. On a une publication de l'Institut Pasteur qui dit que finalement, les écoles et les enseignants sont peut-être pas si à risque que ça et que le virus circule en fait finalement assez peu dans les classes. Pour autant, on a fermé les écoles pendant 3 semaines. Là, on va les réouvrir a priori sans problème pour de la primaire à la terminale. Donc, est-ce qu'on a à peu près les idées claires sur le risque qui est ou non encouru pour les enseignants et pour les élèves ? Et est-ce que ça a varié entre ce qu'on disait il y a 3 semaines quand on a décidé de faire cette fermeture des écoles avec un impact social, certes limité, mais un impact social, et aujourd'hui, quand on les réouvre avec un taux de contamination toujours élevé au niveau national? Toute activité sociale où il y a de l'interaction entre des personnes, où il y a un mélange d'individus, est porteuse de risques de transmission. Même avec les enfants ? Même avec les enfants. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ça n'est pas les circonstances principales de propagation du virus. Parce qu'à nouveau, il y a des mesures, des protocoles sanitaires relativement sérieux dans les écoles. Et en plus, il faut se dire que il va y avoir désormais une amélioration de la température. Et donc, effectivement, on va de plus en plus vivre à l'extérieur, ouvrir les fenêtres. Et ça contribue très nettement au ralentissement des contaminations. Qu'est-ce qui pourrait jouer les troubles faits par rapport à ce pari
qui semble plutôt maîtrisé, je reprends votre expression, professeur Megarban, eh ben les variants, professeur. Les variants, oui, on se donne rendez-vous, mais on se donne toujours rendez-vous ici. Les variants, évidemment, et notamment le fameux variant indien, on en parle depuis le début de la semaine. 3 choses à savoir sur ce variant indien. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les 3 choses qu'on a envie de savoir sur ce variant. D'abord, est-ce qu'il est déjà présent en France? En France métropolitaine, officiellement non. En tout cas, à ce stade, aucun cas n'a été recensé par Santé publique France. Mais pour les médecins, ça ne fait aucun doute. C'est une question de jour, comme l'indique l'infectiologue Karine Lacombe. Bah oui, c'est évident que ce variant va arriver, comme le variant brésilien ou sud-africain est arrivé. Donc c'est une question de jour et il est probablement déjà en France. Pas de cas détectés pour l'instant en France. En revanche, il a bien été détecté en France métropolitaine. En revanche, il a bien été détecté en Guadeloupe il y a 15 jours. 2 cas exactement, sans aucune forme de gravité. Et en Europe ? Et en Europe, il circule déjà dans plusieurs pays, à commencer par le Royaume-Uni, avec à ce jour, regardez, 182 cas enregistrés. Et ce qui inquiète les autorités là-bas, c'est que ce variant progresse vite. On voit sur cette courbe qu'il se répand beaucoup plus rapidement que les variants brésiliens et sud-africains, par exemple. Et surtout, il tend, semble-t-il, à suivre la dynamique du variant britannique. En Europe, le variant indien a été recensé également en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Belgique. Mais on parle d'une dizaine de cas, pas plus. Alors, deuxième question, on sait qu'il est plus contagieux. En tout cas, qu'il est plus contagieux que le virus 2020, le virus traditionnel, si j'ose dire. Mais est-ce qu'il est plus grave ou plus mortel que les autres, y compris que les autres variants? Rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'il est plus mortel ou même qu'il provoque des formes plus graves. Aucune étude ne le montre. Et les scientifiques indiens sont plutôt rassurants sur ce point. At the moment, we have a couple of reasons to think that it might not be something to worry about so much, simply because we don't see more mortality or more severe symptoms in the people. Level of asymptomatic and all remains more or less the same as it was before. Voilà, s'il n'est pas forcément plus dangereux, vous l'avez dit David, il est en revanche plus contagieux. Regardez ce qu'indique ce même généticien. Aujourd'hui, il se répand très très vite et on le retrouve dans de plus en plus d'échantillons. Et ce qui explique cette contagiosité, c'est que ce variant est porteur de 2 mutations connues de la protéine spike, celle qui permet au virus de s'accrocher aux cellules. La première est une mutation relevée sur le variant californien. La deuxième est proche de celle repérée sur les variants brésiliens et sud-africains. Et c'est la première fois que l'on retrouve ces 2 mutations dans une seule et même souche, ce qui la rendrait plus transmissible. Ah, la protéine spike. Si on nous avait dit il y a encore un an et demi qu'on serait des spécialistes de la protéine spike, franchement, ça nous aurait fait rire. Je veux quand même dire à propos de la contagion que on affole un peu les foules aussi, parce qu'on dit 300 000 cas en Inde, c'est un record, c'est complètement incontrôlé. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Inde, 20 fois plus qu'en France. Ramenons les 300 000 cas à ce que ce serait en France, ça fait 15 000 cas par jour. On en est à 33 000, on le voyait tout à l'heure. C'est pire ici qu'en Inde. C'est pire ici qu'en Inde. Et quand on dit 2000 morts en Inde, en France, c'est l'équivalent de 100 morts. Donc voilà, il faut simplement ramener les choses à leur juste proportion. À raisonner en valeur absolue, on perd toute notion en fait, de la gravité. Alors vous avez raison sur l'analyse des chiffres, simplement juste pour nuancer un tout petit peu. Alors probablement les dépistages sont largement sous-estimés en Inde, des cas de contamination. Et pas en France? Un peu moins en France. Ce qu'il faut, c'est regarder la dynamique, c'est-à-dire l'augmentation des contaminations. La pente est raide. 60% en une semaine, donc c'est largement plus important qu'en France. Et ensuite, par rapport aux morts, la population indienne est beaucoup plus jeune. Donc effectivement, même des virus plus virulents feraient moins de morts en Inde qu'en France. Sur la troisième... En France, des morts, on peut de temps en temps se poser des questions aussi, non? Vous ne pensez pas? À quel point de vue? Sur le nombre de morts, est-ce qu'on est sûr que c'est les chiffres qu'on nous donne et les gens... Attends, vous avez des raisons d'en douter? Non, mais je pose des questions. Est-ce que les gens qui meurent en dehors des EHPAD et en dehors de l'hôpital, ils sont considérés, ils sont dans nos statistiques? Non, c'est-à-dire qu'il faut un diagnostic donc par le médecin qui constate le décès. Non, parce que moi j'ai lu dans la presse que c'était le chiffre était sous-estimé. Non, je ne crois pas. La question. Non, je ne crois pas. Vous pensez pas? Non, parce que désormais à l'hôpital, quasiment tout patient qui y entre est dépisté. Donc s'il décède, on sait exactement de quoi il est décédé. La troisième chose qu'on a envie de savoir,
Les vaccins actuels sont-ils efficaces ou pas contre ce variant indien ? Eh bien, comme avec le variant sud-africain ou brésilien, la réponse est oui, mais les vaccins sont probablement moins efficaces. Là encore, aucune étude n'est disponible pour le moment sur le sujet. Écoutez Karine Lacombe, pour elle, nous sommes dans le même schéma que pour les autres variants. Ce sont des mutations qui sont apparues sur cette fameuse protéine qu'on appelle la protéine spike. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que cette protéine spike qui donne sa forme en couronne au virus. Et le fait que cette protéine spike est mutée en 2 endroits, eh bien, fait qu'il peut être résistant, comme je l'ai dit, à la vaccination ou au traitement. Alors, ce virus est-il plus résistant au vaccin à hauteur de 20, 30, 60%? On devrait en savoir plus dans une dizaine de jours. Une étude est en cours au sein de 3 laboratoires. Oui, c'est important de l'avoir en tête. C'est que, voilà, tous les vaccins produisent des effets. Après, c'est de savoir si ça produit un effet à hauteur de 30, 50, 90, comme on nous dit aujourd'hui que c'est le cas pour les vaccins ARN, en tout cas au virus 2020. Tout à fait. Mais il y a toujours un effet. Hein. Bien sûr, il y a toujours un effet. En plus, nous ne regardons que l'immunité humorale, c'est-à-dire les anticorps dirigés contre le virus. Mais à côté de ça, il y a l'immunité dite cellulaire et l'immunité mémoire, qui est très importante dans la défense antivirale, que l'on ne regarde pas du tout. Donc il faut savoir évidemment que le vaccin protège, mais il est possible qu'avec ces variants, notamment le variant indien, qui combine 2 mutations, on va dire, qui permettent au virus d'échapper à l'immunité, d'avoir une réponse vaccinale moins protectrice. Mais malgré tout, protectrice quand même. Elle sera quand même protectrice, et c'est bien mieux que de ne jamais avoir été vacciné. Je vous donne la parole, Adrienne, mais question simple et de base, est-ce que ça vous rend inquiet, vous, ce variant indien? Plus peut-être que le sud-africain ou le brésilien? Alors, je dirais pour le moment non, mais évidemment, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas pour l'avenir. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, nos échanges avec l'Inde sont plus limités qu'avec le Royaume-Uni. Donc, on va dire, très probablement, la situation ne se passera pas de la même façon avec l'invasion du variant anglais. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas que le variant indien soit plus contagieux que le variant britannique. Or, la scène, entre guillemets, du virus est pour le moment occupée très largement par le variant anglais, qui très probablement empêchera la progression rapide du variant indien. Et puis, à nouveau, toujours pareil, la vaccination de la population va aller en croissant. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne crois pas, je ne suis pas inquiet dans l'immédiat. Il ne va pas, a priori, changer la donne. Moi, j'ai une Adrienne. question. Ce que je trouve quand même inquiétant avec ce variant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de recontamination en Inde. On disait à un moment qu'en janvier-février, la moitié de New Delhi avait déjà eu le coronavirus, donc était quelque part déjà immunisé, même sans parler de la vaccination. Et aujourd'hui, on dit que quasiment un quart de New Delhi serait touché à nouveau par le coronavirus. Alors, on ne sait pas si c'est le nouveau variant ou si c'est l'ancien coronavirus, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de recontamination, ce qui veut dire que pour nous aussi en Europe, potentiellement on pourrait être recontaminé quand on a déjà eu le variant, et ce qui pose aussi la question de l'efficacité du vaccin. Alors, pour vous répondre, donc effectivement, ce variant possède la mutation des virus brésiliens et sud-africains, et on sait que l'immunité naturellement acquise à la suite d'une infection n'est pas parfaite. Il y a déjà eu des réinfections rapportées à très haut taux au Brésil, par exemple, donc c'est tout à fait logique que ça soit le cas aussi en Inde. Et là, vous n'avez pas l'impression qu'il y en a plus qu'avant ou qu'ailleurs? C'était la question d'Adrienne. Je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est au même rythme. On s'en rendrait compte déjà. On observe au Brésil. Comparable au Brésil, oui. Voilà, probablement. Mais ce n'était pas le cas du variant anglais. Le fait que l'immunité naturelle ne soit pas si protectrice ne veut pas dire que l'immunité vaccinale ne le sera pas. C'est pourquoi d'ailleurs nous appelons toutes les personnes qui ont déjà fait le coronavirus antérieurement à se refaire vacciner à partir du 3e mois après l'infection, justement pour renforcer l'immunité et pour être protégé contre ces variants. Et avec les 2 doses ou une dose suffit dans ce cas-là? Une seule dose suffit, mais comme vous le savez, il est question très probablement dans les mois qui vont venir peut-être de devoir refaire une 3e dose. Oui, qui serait donc une 2e pour ces personnes-là, Robert. Quand même, hein. Non. On n'est pas sorti de l'auberge. Nous ne faisons pas une pandémie historique, mais malgré tout, on est en train de maîtriser la situation. Enfin, on l'espère, mais comme on le voit, c'est une affaire mondiale. Et donc, effectivement... Non, mais il n'a pas l'air de remettre les choses en... Ça n'a pas l'air d'être un change maker, comme disent les Britanniques. Pourquoi je dis ça? Parce que variant. tout à l'heure, je vous écoutais avec attention, vous avez dit, en plus, on arrive à un moment donné, il va faire plus chaud en gros, et ça va nous faciliter la tâche. Ça veut dire... il fait plus chaud l'été, mais il fait plus froid l'hiver. C'est quand même ça la règle. Ça veut dire jusque-là, on vous suit. Oui, ça veut dire qu'en automne, je vous rappelle que c'est quand même ce qui s'est passé là. Ça veut dire qu'en automne, ça va repartir. Tout à fait. C'est pourquoi la vaccination que nous faisons actuellement
va déterminer formellement ce qui va se passer en septembre-octobre. Si effectivement, à la fin de l'été, quasiment 100% des adultes n'ont pas été vaccinés, nous aurons à nouveau un rebond épidémique en mars. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous êtes médecin et tout. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait aussi peu de personnel dans les hôpitaux qui acceptent de se vacciner, de se faire vacciner? Je ne peux pas vous dire que c'est normal, mais malgré tout, ce pourcentage augmente. Alors, il y a eu effectivement une certaine méfiance par rapport au vaccin AstraZeneca qui avait été au départ proposé aux soignants jeunes. Maintenant, effectivement, comme c'est plutôt le vaccin Pfizer ou Moderna qui sont proposés, la vaccination remonte. Ça vous choquerait si on rendait obligatoire le vaccin pour tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux? Non, pas du tout. J'y serais même plutôt favorable. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que pour le moment, on en est encore à l'idée de vaccination non obligatoire pour la totalité de la population. Parce qu'on vous dira que ce n'est pas la tradition française. Voilà, il n'y a pas pour la culture d'exception parmi les soignants. Mais effectivement, si... C'est vrai que là, on est en pleine tradition avec le coronavirus. Non, mais c'est vrai qu'il est obligatoire pour tout un tas d'autres maladies. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Mais parce que là, pour le moment, laissons les choses spontanément se faire. Le pourcentage de soignants vaccinés augmente quand même. On est au-delà de 55%. On est au-delà de 50%. Mais même au-delà de 55% pour des gens qui sont juste dans le milieu médical, je trouve ça sidérant, honnêtement sidérant. C'est vrai que c'est une question, honnêtement. C'est une question qui reste sans réponse depuis le départ. C'est vrai. Et j'imagine que vous incitez les gens qui travaillent avec vous à se faire vacciner. Non, parce que chaque fois que Oui. je discute avec un patron d'un hôpital ou quoi, ils me disent mais il faudrait le rendre obligatoire. Oui. Mais je me dis, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez peur des syndicats? Parce que vous craignez je ne sais pas quoi? Un totem français. Il y a eu beaucoup d'absentéisme aussi lors de la vaccination première dose AstraZeneca dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a eu beaucoup d'absentéisme. Ceux qui se sont fait vacciner par AstraZeneca ont eu des effets secondaires pas graves, mais du coup, il y a eu de l'absentéisme. Il ne faut pas vacciner tout le monde en même temps. Le seul moment où dans ma ville, des seuls jours où on s'est retrouvé avec plus de vaccins que de gens à vacciner, c'est quand c'était AstraZeneca. Et encore aujourd'hui. J'ai une image à vous montrer, regardez. J'ai une image à vous montrer. Je vous donne la parole après, Sophie. Branle-bas de combat au gouvernement. Donc, il faut donner l'exemple. Ah oui, il y a une... Dernière en date, Sophie Cluzel, ministre déléguée aux personnes handicapées. Eh bien, elle s'est fait vacciner. Alors, c'est pas ça l'image. Là, voilà. Voilà, elle s'est fait vacciner, comme l'avait fait d'ailleurs Olivier Véran il y a. Mais avec quel vaccin est-ce qu'on le sait? Avec AstraZeneca. Oui. Non, mais n'allons pas imaginer que finalement dans la seringue, non, c'est pas ce que vous disiez. Mais regardez aussi ce que nous dit le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné nous dit qu'on est en train de gamberger à Matignon pour demander à des stars, des chanteurs, des acteurs de plus de 55 ans de se faire vacciner en public, et que, on va regarder cet article du Canard enchaîné, que Jean Castex, il fait une fixette sur Sheila. Il dit, ce serait formidable. Alors, c'est un son de qui? De personne. Non, ça n'a rien à voir. Non, voilà, et qu'il dit, ce serait formidable si Sheila pouvait donner l'exemple et se faire vacciner. Je ne sais pas si le Canard... On va découvrir cet article du Canard enchaîné. Il semble être fan de Sheila. Peut-être déjà vacciné. Voilà, parce qu'il pense qu'elle a une forte influence peut-être sur des personnes de sa génération et qu'elle pourrait les convaincre de se faire vacciner par AstraZeneca. Sophie. Alors justement, moi j'avais une question pour le professeur Megarban qui est liée à la fois à AstraZeneca et au variant indien. Est-ce que on peut... Enfin, les gens qui hésitent sur AstraZeneca, vous en avez pas mal dans votre ville, vous nous le dites quand vous venez ici. Qui veulent pas. Qui veulent pas, voilà. Qui s'en vont, qui s'en vont quand on leur dit c'est AstraZeneca. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ces histoires par exemple, du variant indien? Le variant indien, pour l'instant, il n'est pas en France. Il va peut-être venir en France. Est-ce que être vacciné avec AstraZeneca, c'est moins bien à titre personnel, pour chacun, vis-à-vis du variant brésilien, du variant sud-africain ou du variant indien? Ou est-ce que c'est pareil parce que c'est une affaire collective et non pas une affaire individuelle? Je pense que les gens ont du mal à faire la différence. Et du coup, ils pensent que leur intérêt personnel est un peu lésé s'ils ont un vaccin autre que le vaccin ARN messager. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, on va dire, c'est une bonne question. Donc, on va dire...
À l'échelle individuelle, effectivement, les vaccins ARN messagers semblent pour le moment mieux protégés contre les variants sud-africains, brésiliens et probablement indiens que les vaccins à base d'adénovirus. Il ne faut pas faire une fixette sur AstraZeneca. C'est tous les vaccins à base d'adénovirus. Johnson & Johnson probablement, le vaccin russe et d'autres. Donc effectivement, l'ARN messager reste pour le moment, on va dire, un peu au-dessus en termes de protection. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Quand vous dites un peu, pardon, c'est l'un est efficace à 80 et l'autre à 40 ou est-ce qu'on a une idée de ce gap? On va dire, devant ces variants, il y a de toute façon une certaine baisse de l'efficacité de l'immunité vaccinale, malgré tout. Et dans l'ordre, la baisse est moins importante pour les vaccins ARN messagers, un peu plus pour les vaccins adénovirus, et peut-être beaucoup plus pour l'immunité naturelle acquise sans vaccination. Ça veut dire que vous comprenez, déjà, moi, les gens arrivent dans notre centre de vaccination et ils me disent, si c'est Pfizer, je me fais piquer, si c'est AstraZeneca, je ne le fais pas. Ça, vous l'avez vu, Robert. J'ai vu des gens en pleurs parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était AstraZeneca, et quand le pompier là, qui allait les piquer leur a dit c'est AstraZeneca, ils sont repartis. Et sans arrêt, les gens m'appellent. Vous savez, ils pensent tout le temps qu'ils s'ils passent par le maire, ça va régler les problèmes pour les vaccins, comme si c'est moi qui vaccinais les gens. Et c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Non, mais chaque fois, ils me disent ah oui, mais si c'est AstraZeneca, je préfère attendre. C'est pas la question de l'efficacité contre les variants. C'est le risque de thrombose. Et tout ce qui se dit là, ça alimente encore plus ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils se disent mais je préfère attendre 15 jours de plus et puis j'ai failli. Il faut dire la vérité. C'est là qu'il faut répondre. La vérité, c'est qu'ils sont moins efficaces. Circule à un niveau très important. Donc effectivement, le risque d'attendre sans se faire vacciner pourrait malheureusement coûter cher, c'est-à-dire à ce moment-là, dans l'attente, d'être contaminé, de faire une forme grave. C'est mieux AstraZeneca, mais donc il vaut mieux très largement, mais de très largement, se faire vacciner par AstraZeneca que d'attendre un hypothétique vaccin qui serait plus efficace. Et à nouveau, au jour d'aujourd'hui, la situation actuelle est que les variants que l'on connaît sont peut-être plus sensibles aux vaccins à base d'ARN messager. Mais il se pourrait qu'il y ait d'autres variants qui fassent l'inverse plus tard. Donc on ne sait jamais. On ne sait pas non plus la durée de l'immunité. Ça, c'est un point important. Peut-être que la durée de l'immunité conférée par les vaccins à base d'adénovirus serait plus longue que celle des ARN messagers et qu'il faille donc, pour tous les autres, se refaire vacciner plus tôt. On ne sait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est qu'il vaut mieux se faire vacciner, quel que soit le vaccin, que d'attendre. Mille fois. C'est le en même temps, là. Sophie. Je ne pense pas que si Sheila se fait vacciner à l'AstraZeneca, ce sera sûrement formidable pour convaincre les foules, mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant quand même. Autrement dit, qu'est-ce que vous, médecins, professeurs de médecine, vous pouvez dire à chacun d'entre nous, à chacune des personnes qui nous regardent, il faut se faire vacciner. Qu'elle se fasse vacciner avec AstraZeneca. Vous venez de dire que c'était quand même mieux de se faire vacciner par Pfizer. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous un pouvez certain leur nombre de dire personnes qui sont actuellement en réanimation, qui luttent pour la vie, eh bien, ils devaient se faire vacciner quelques jours plus tard, voire ils venaient juste de se faire vacciner, et pourtant ils ont été contaminés. Ça montre bien que le virus circule à très haut niveau et que c'est à un jour près qu'il s'agit de se faire vacciner pour être définitivement protégé. Il faut dire aux gens, s'il n'y a pas Pfizer, s'il n'y a qu'AstraZeneca, faites-le dans tous les cas. Mais il faut le dire fort, parce que je vous jure qu'il y a plein de gens qui préfèrent ne pas être vaccinés aujourd'hui que d'aller se faire vacciner AstraZeneca. Aujourd'hui, la quasi-totalité des souches que l'on risque de rencontrer, c'est-à-dire notamment la souche habituelle, initiale, et la souche britannique, sont parfaitement... on est parfaitement protégé avec le vaccin AstraZeneca. Donc il faut absolument se faire vacciner. Et comme je vous dis, un certain nombre de patients actuellement qui ont contracté des formes graves ne seraient pas là en réanimation s'ils avaient été vaccinés. Simplement, certains avaient le rendez-vous de leur vaccination. Malheureusement, ils ont été contaminés avant. J'ai une dernière image à vous montrer. On reçoit énormément d'images du monde entier tous les jours. Et celle-ci a retenu l'attention de Romain Messi, notre rédacteur en chef bien-aimé. Ce sont des dromadaires à qui on fait... Allez, on va la voir, cette image, allons-y. Ce sont des dromadaires à qui on fait ces tests PCR, à moins que ce soit des autotests, je ne sais pas, regardez, parce que on sait que, comment on appelle ça, ce sont un virus zoonose, et que ça passe par des animaux. Et que le dromadaire, là on est au Kenya,
est un vecteur de la maladie, il est porteur du virus. Oui, tout à fait. Ah oui. Donc ça a un sens de tester les animaux comme ça? Alors, bien sûr, je ne sais pas si le dromadaire porte le SARS-CoV-2, mais il portait le coronavirus qui était juste avant, le MERS-CoV. Et effectivement, c'était la source Ça veut dire que de nos contamination. animaux domestiques pourraient porter le Mais bien coronavirus. sûr, ça c'est très bien démontré. C'est pourquoi, effectivement, on est inquiet. C'est pourquoi le virus ne disparaîtra pas de la planète, car le réservoir animal est très important. Donc, de plus en plus, on énumère des animaux qui sont capables de le porter. On savait les chauves-souris. On sait désormais que les dromadaires félins, les chats, les chiens... Les chats et les chiens, ils peuvent le porter tout à fait. Mais la contamination, heureusement pour nous, de l'animal, donc du chien ou du chat domestique à l'homme, est exceptionnelle et n'a pas été rapportée pour le moment, sauf peut-être des cas très rares. Alors que le dromadaire... dans un pays où tout le monde a des alors que, par animaux, exemple, les visons, eux, ont contaminé des humains. Oui, mais on a moins voit bien que facilement ça des dépend de visons à la souche. maison qu'un chat ou un chien. Voilà. Pour les dromadaires, je ne sais pas. Merci beaucoup, professeur Megarban, d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours très intéressant de vous entendre. Merci Adrienne, merci Robert et Sophie d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Jean-Michel Apathy nous rejoint pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Prenez place. Et c'est vous qui commencez, Abnous, ce soir encore. Parce que décidément, l'actualité internationale fait la une en ce moment. Le procès d'Eric Chauvin. Oui. Le procès du meurtrier, on peut le dire désormais, de George Floyd. Alors ça a provoqué des scènes de liesse aux États-Unis parce qu'il est déclaré coupable. On connaîtra la peine dans 2 mois, mais il est d'ores et déjà déclaré coupable du meurtre de George Floyd. Et vous dites d'Eric Chauvin forcément coupable. Oui, mais en fait, c'est ça, je vais essayer, parce que c'était quand même assez impressionnant ce qu'on a vu hier comme image de liesse, de soulagement, parce que dans nos têtes à tous, ça paraissait évident qu'il était coupable. Bien sûr. Donc, j'ai essayé d'expliquer pourquoi ce soulagement et cet étonnement. Donc là, on le voit à l'image. Au moment où il entend le verdict, il a effectivement été condamné pour les 3 chefs d'accusation, homicide involontaire et meurtre au 2e et 3e degré. Moi, ce qui m'a très impressionné, c'est son regard. C'est qu'il y a ce côté un peu sidéré, un peu vide. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se pensait intouchable, ce monsieur d'Eric Chauvin a quand même fait l'objet de 18 plaintes, dont 15 sont restées impunies. Donc il aurait pu penser qu'il était, qu'il était protégé. Sauf qu'il y avait images, il y avait des images cette fois. Attendez, c'est plus compliqué que ça. Ou bien, est-ce qu'il sentait qu'il avait déjà perdu? Parce que pour la première fois dans l'un des rares procès de policiers auxquels on a pu assister aux États-Unis, eh bien sa hiérarchie, son supérieur hiérarchique, son patron policier l'a lâché pendant le procès. Donc c'est ça quand même, ça c'est l'inédit de ce procès-là, c'est que pour la première fois, un policier se retrouve sur le banc des accusés et il est lâché par sa hiérarchie. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les réactions, Barack Obama, Bill Clinton, tout le monde a réagi et le mot d'ordre hier soir, et même Mark Zuckerberg de Facebook a réagi, le mot d'ordre c'est soulagement. On va quand même écouter le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris qui réagissent le soir à la condamnation d'Eric Chauvin. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him. Today, we feel a sigh of relief. Still, it cannot take away the pain. C'est drôle, la Maison-Blanche. Et donc, vu de France, c'est ça qui nous a impressionnés, c'est le soulagement. Moi, je vous avoue, comme tout le monde, je pense que tous les Français, on était bien sûr. Non seulement on a assisté à son agonie le 25 mai 2020, mais surtout, moi c'est ça, c'est le genou impalidé, on l'a vu mourir sous nos yeux. Donc oui. C'était évident. Et bien, c'est pas évident, parce que je vais vous donner ça, c'est la famille. Voilà, vous voyez la famille, la joie de la famille, le soulagement, la joie, je ne sais pas comment le décrire. Et c'est vrai que c'est quand j'ai vu ces images que je me suis dit, mais pourquoi tellement? C'était tellement évident dans nos têtes à nous. Et pourquoi? Parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, 99%, je dis bien 99% des morts lors des interpellations policières entre 2013 et 2018 ont débouché sur aucune condamnation. 99%, aucune condamnation. Donc, ce qui explique les images que vous voyez, Atlanta, Minneapolis, où a eu lieu le drame et où avait lieu le procès, New York. Tout le monde est unanime, tout le monde a marché, tout le monde a pleuré, tout le monde a applaudi. Et ça s'explique aussi. Est-ce que vous vous souvenez de Rodney King en 1991 ? Oui. C'était l'une des premières fois qu'il y a un passage à tabac. Voilà, vous voyez les photos. Quelqu'un l'avait filmé, un voisin qui a assisté à ça. Donc on a eu
Ce type tabassé, 4 policiers identifiés. 1 an après le procès se tient, eh bien les 4 policiers ont été acquittés. Ça a donné lieu en 92, au moment où on a annoncé l'acquittement, à une semaine de guérilla urbaine, 50 et 60 morts, 3600 départs de feu, 1100 bâtiments détruits et 1 milliard de dommages matériels. Et ça a eu lieu, et c'était en 91. Et pourtant, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à condamner des policiers. C'est ça le plus surprenant. Et pourquoi on n'y arrive pas? Mais c'est dû surtout à une cause principale, c'est qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation des policiers. Quand on forme les policiers, on les fait comme des militaires. Ce n'est pas une raison pour ne pas les condamner si toutes les preuves sont sur la table qu'ils ont commis. Deuxième raison, les syndicats policiers. D'abord, il y a effectivement qui a été cette histoire d'interpellation. La manière dont les policiers réagissent avec la société civile, ça c'est dû au 11 septembre 2001. Après le 11 septembre 2020, le gouvernement fédéral a coupé tout financement de projets de sécurité publique. Et ils ont dit, on va reprendre camp d'entraînement militaire. Donc on a quand même un petit peu, j'allais dire, testostéroné les policiers en sous-entendant que tout danger intérieur devait finir par une interpellation musclée. Et il n'y avait plus du tout d'argent pour ce qui est de prévention, des escalades, etc. Et à côté de ça, en parallèle, et là c'est inquiétant, c'est effectivement les fédérations de policiers. En l'occurrence, on va se concentrer sur Minneapolis, où le chef de la police est quand même un Afro-Américain depuis 2017. Et aujourd'hui, on a appris que le ministère de la Justice américaine ouvre une enquête fédérale sur la police de Minneapolis. Là, vous voyez ce monsieur, qui est un danger public, monsieur Bob Kroll, qui est à la tête de la Fédération des policiers de Minneapolis. Qu'a fait ce monsieur? C'est-à-dire qu'au moment où la mairie, après la mort de George Floyd, a décidé d'arrêter les entraînements militaires, il est intervenu en disant « Nous, on a de l'argent. On maintient ouverts les camps d'entraînement. » Et il a le droit. Ce monsieur que vous voyez à l'écran a été lieutenant de police, il l'est toujours, il a 20 enquêtes internes sur le dos. Ça ne change rien, il est indéboulonnable. Ce n'est pas seulement des syndicats, il faut imaginer que c'est des lubis ultra-réactionnaires qui ont leurs entrées au Congrès. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des politiciens républicains qui empêchent. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réformé, je pense que réformer la police, c'est réformer le système des syndicats. C'est que eux empêchent toute tentative de réforme. Et en gros, le mot d'ordre, c'est qu'en face de vous, vous avez des gens armés, quoi qu'il arrive, tirez avant qu'ils tirent. C'est ça le problème. Donc vous avez d'un côté cette c'est peut-être ça aussi, c'est le fait qu'aux États-Unis, les armes soient si nombreuses. Mais c'est vrai qu'en France, ça provoque un peu l'incompréhension. Parce qu'on peut admirer le travail des policiers, admirer la fonction des policiers et être d'autant plus droit sur la discipline des policiers, évidemment. Et visiblement là-bas, c'est presque une surprise que Derek Chauvin ait été condamné. Non, mais c'est là aussi, il faut quand même rendre hommage à la police française et cesser vraiment d'importer en France ce qui n'a rien à voir avec la police française, qui est cette police américaine, qui est vraiment une police quasiment de miliciens, de gens à qui on répète qu'en face d'eux, ils ont forcément des tueurs, qu'il faut jamais laisser l'autre sortir son arme. Et vous savez, là, on va voir s'il y a un avant-après George Floyd. C'est ce jeune homme de 20 ans, Daunte Wright, qui a été tué le 11 avril par une femme policière qui dit avoir confondu son taser avec son pistolet. Il y a 10 jours. Une femme de 48 ans, il y a 10 jours, en plein procès. Eh bien, on va voir, toujours à Minneapolis, quand le procès de ce jeune homme, cette flic qui a tué ce jeune homme, aura lieu, est-ce qu'il y a vraiment un avant-après George Floyd? C'est la grande question. Parce qu'on a eu déjà Rodney King. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va changer? Est-ce que vraiment il y a jurisprudence? Est-ce que vraiment on va réussir à museler les syndicats réactionnaires tellement puissants? Et ils n'ont pas de syndicats, mais alors ceux des flics, ça marche super bien aux États-Unis. Un commentaire? La dimension raciste est essentielle quand même dans ce procès. C'est 99,99% de gens victimes de morts du fait de policiers sont des Noirs. C'est un peu plus compliqué. Les Afro-Américains meurent d'agression en priorité. Et autant, d'ailleurs... Rodney King, George Floyd, le dernier que vous avez montré... Bien sûr, parce qu'on part du principe qu'ils font... Si ça suscite cette émotion si forte aux États-Unis, d'ailleurs, Joe Biden en parle dans son allocution, c'est parce que c'est une victoire contre le racisme. La police était plus forte que le racisme. C'est pour ça... Non, mais Jean-Michel, ce que veut dire Amnous, et moi j'ai ressenti la même chose... Pour nous, c'était évident qu'il allait être condamné. Mais non, parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'elle a expliqué. Quand des policiers tuent des Noirs, ils ne sont pas condamnés. Et quand ils tuent des Blancs non plus. Hein. Eh bien, mais il y a 99%. Il y a aussi des Blancs, des Latinos. Je voudrais juste vous personne n'est condamné. Deux remarques complémentaires.
Si Trump avait été au pouvoir, je pense que le climat aux États-Unis n'aurait pas été le même. Je pense que Trump n'aurait pas dit ce qu'aurait dit Biden, et peut-être que des gens, à ce moment-là, auraient contesté le verdict. C'est une hypothèse. Pourquoi je la formule? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2017. Colin Kaepernick, qui était un joueur de baseball, à la suite d'un meurtre d'un policier, d'un meurtre de jeunes noirs, il a posé un genou à terre sur le stade. Donald Trump l'a traité de fils de pute, et le joueur a été exclu du baseball américain. C'est un joueur de football américain. Oui. Du football américain, pardon. C'était du football américain, et il n'a trouvé aucun club pour le reprendre. Aux États-Unis, ce qui est arrivé à ce joueur de football américain était le symbole du triomphe du privilège blanc sur le racisme. Parce que Donald Trump l'a quand même traité de fils de pute. Donc, si Donald Trump avait été réélu et s'il avait été au pouvoir, je ne suis pas du tout sûr que la réaction américaine aurait été aussi unanime qu'elle l'est aujourd'hui. Pas du tout. Je ne prétendrai pas l'inverse. C'est une hypothèse. Je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est bien quand même que le d'expliquer. chef de la police de Minneapolis est un Afro-Américain. C'est que je pense qu'il y a un problème interne à la police. Le racisme est quand même un problème en société américaine. Non, mais c'est un problème. Mais Minneapolis est justement une ville démocrate et progressiste où c'est un Afro-Américain à la tête de la police. C'est plus compliqué. Nous semble si lointaine par rapport à nos coutumes judiciaires. Oui, espérons que cette affaire, justement, va permettre de réformer la police, bien sûr. C'est ça le sujet central. Oui. Sur le fond, attention. Vous dites, on était convaincu qu'il était coupable. Pardon, on était convaincu en voyant des images à la télé, quelques secondes. Moi, je n'en savais rien. Il y avait une présomption. Non, mais enfin, bon, peu importe. Il faut un procès. Ça s'appelle un procès. Et ça a été fait dans les règles, etc. Ce qui me perturbe un peu, au-delà du fait qu'on ne peut que se réjouir du fait qu'un criminel, a fortiori s'il est raciste, soit puni, surtout quand il a des responsabilités importantes et le monopole de la violence légitime, puisque c'est quand même la définition du policier. Ce qui me choque quand même, c'est justement les déclarations de Biden et de Kamala Harris. Il y a là quelque chose d'émotionnel qui, à mon avis, à mon sens, en tant que citoyen, ne sied pas au patron de l'exécutif. Ce qu'on attend de lui, c'est plutôt des réformes, c'est-à-dire du travail. Peut-être sur les syndicats, je ne connais pas en détail la question, mais ou sur les modalités d'évaluation des policiers, de surveillance peut-être. En France, on parle de caméras piétons. Les policiers eux-mêmes le veulent. Parce qu'il faut évidemment d'abord penser à la famille. On a vu leur émotion incroyable. Et c'est très... j'allais dire, on les comprend, c'est peu de le dire. Mais pensez aussi aux policiers qui font bien leur travail. Oui. Et qui, justement, ne sont pas racistes, et qui font leur métier dans des conditions extrêmement difficiles, aux États-Unis comme en France, et qui sont confondus dans une espèce de réprobation générale qui, à mon avis, est entretenue par cette émotion. Ça, c'est toujours malsain. Ça, je suis d'accord, c'est toujours malsain quand l'émotion déborde sur le judiciaire et sur... France. Donc, nous n'avons pas la mémoire de la vie américaine. Vous parlez de l'émotion de Joe Biden qui vous semble déplacée. C'est la façon dont il l'a traduit. Je vous rappellerai que... Parce que les États-Unis vivent avec ça. C'est un cancer aux États-Unis. Je vous rappellerai la réaction de Barack Obama quand un jeune homme, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, alors il met la main à la poche, il prend 2 balles. Net. Barack Obama, devant les caméras télé, pleure. Il pleure en disant, donc il y a quoi, 5, 6, 7 ans, en disant, mais il faut arrêter de tuer les Noirs comme ça. Vous comprenez l'émotion aux États-Unis? Non, nous ne sommes pas aux États-Unis. L'émotion aux États-Unis est là. Et George Floyd... Ça n'a pas empêché George Floyd de mourir, donc son émission est très charmante. Mais s'il avait réformé la police, ça aurait peut-être été plus efficace que de pleurer devant les écrans. Enfin, je suis un peu étonné quand même, parce que c'est comme si on négligeait ce qu'a représenté George Floyd. La mort... L'assassinat, on peut le dire aujourd'hui. C'est prendre cette affaire pour ce qu'elle doit être. C'est-à-dire quelque chose qui appelle une réforme. L'assassinat d'un noir par un policier blanc, ça va, à mon avis, ça passe avant la réforme de la police, mais la réforme de la police, il faut la faire, mais ce n'est pas l'essentiel. La réforme d'un noir par un policier blanc, ça a déclenché un tsunami mondial. Ce n'est pas parce que la police de Minneapolis posait un problème, c'est parce que des blancs tue des Noirs en toute impunité. Et s'il y a cette émotion aux États-Unis, c'est parce que c'est la fin de l'impunité. Non, mais il y a du racisme. On parle quand même du président des États-Unis, c'est-à-dire du chef de l'exécutif, qui, à mon avis, l'émotion fut-elle justifiée, compréhensible, doit la tempérer pour penser au coup d'après, au fond, et à ce qu'on attend de la société. Il doit penser à la politique et à l'avenir, et pas juste sur l'émotion. Obama pleure, mais il ne se passe quoi? Rien.
c'est une considération qui est d'ordre secondaire par rapport au fond de l'affaire elle-même. Mais on attend quand même que justement ces cas individuels et nombreux, l'exécutif se débrouille pour les prévenir plutôt que de pleurer quand ils se produisent, quoi. Votre parti pris politique, Jean-Michel? Moins douloureux. Moins douloureux. Beaucoup moins douloureux. Parce que la Super League. Ce dont nous avons parlé, c'est douloureux. C'est pas de la technique. C'est très très douloureux. Oui, c'est pas de la technique. C'est très douloureux, mais c'est une survivance. Je suis reconnaissant, Abdou, de nous avoir expliqué pourquoi ce qui nous paraît évident à nous, c'est-à-dire n'est pas évident aux États-Unis. N'est pas évident aux États-Unis. Voilà. La victoire du peuple. Le foot. De quoi on parle? On parle d'une certaine manière de foot. On parle de cette Super League que voulaient bâtir les plus riches des clubs européens, sauf les Français et les Allemands, et qui finalement tourne au fiasco, parce que tout le monde renonce. Et pourquoi tout le monde renonce? Eh bien, vous dites, c'est la victoire du peuple d'une certaine manière. Alors pourquoi? Mais pas d'une certaine manière. C'est une histoire assez incroyable. 12 clubs. On va voir les écussons des 12 clubs. Ces 12 clubs, alors il manquait le PSG, par exemple, le Bayern, mais enfin, c'est 12 clubs majeurs en Europe. Des Espagnols, Italiens et Anglais. Et Anglais, voilà. 6 Anglais, 3 Espagnols, 3 Italiens, Real de Madrid, Barça, Chelsea. Bref, il y a du monde. Il y a du gros monde qui représente une puissance financière considérable, veulent faire un championnat à eux, un championnat européen à eux. JP Morgan a dit, la banque JP Morgan, on met 3,5 milliards sur la table. Donc, une puissance financière et une force imaginaire immense, avec un argument juridique imparable. Nous sommes en Europe. L'Europe se construit sur la notion de concurrence et ce que disaient ces 12 clubs était très intelligent. Aujourd'hui, l'UEFA, on va parler de l'UEFA parce que ce n'est pas des gentils l'UEFA, l'UEFA a le monopole de l'organisation en Europe des compétitions de football entre clubs et nous ne voulons pas supprimer l'UEFA et ses compétitions, nous voulons les concurrencer. Et il y avait avec ces clubs des cabinets d'avocats qui avaient un argumentaire juridique formidable. Donc vous avez de la puissance culturelle, parce que le Real Madrid, le Barça, ça fait rêver, de l'argent en pagaille et un argumentaire juridique absolu. Et le projet, il tient 48 heures. Sitôt connu, il est hué, conspué et où a été... J'explique simplement que ceux qui connaissent rien au foot, c'était la garantie par ces super clubs d'offrir des super matchs. Pas question de rencontrer un petit club russe, un petit club portugais. Non, on va vous faire que des super rencontres et ça se paye. Payez-nous très cher parce que nous, on C'était surtout la garantie qu'ils participeraient chaque année. Vous avez une formule lundi, François, en disant qu'il voulait supprimer l'aléa sportif et pour des sportifs, c'était quand même un paradoxe. Je vous écoute. Non, c'était bien, c'était juste ce que je voulais dire, mais vous me précédez. C'était effectivement le désir d'être là à tous les coups, alors qu'on voit encore ce matin même, Rumini, petit club de vraiment mineur, et puis on voit des amateurs qui font un exploit extraordinaire, c'est formidable. Oui, bien sûr. Et alors, où est-ce que la contestation a été la plus forte et la plus efficace? C'est en Angleterre. Le pays où est né le football, c'est pas étonnant. Mais il y a quand même des paradoxes dans cette situation. On a vu passer des images de supporters, voilà. Vraiment, vous savez, l'Angleterre, dans une ville, un club, c'est quelque chose de... On ne connaît pas, nous, ça, vraiment, en France. Même à Marseille. Un peu à Marseille, quand même. Un peu, mais pas tout à fait. Ça prend toute la ville. Il y a des clubs de supporters. Quand il y a un match, vraiment, toute la ville vibre. Et vous allez écouter des supporters, une fois qu'ils ont terrassé les 12 colosses européens, vous allez écouter leur joie. Et puis, écoutez notamment le second, ce qu'il dit, parce que c'est une analyse politique assez fine. Alors, il le fait avec son émotion, mais c'est très bien. On l'écoute. When I saw the crowd tonight, I knew that they could never pull this off. The fans just don't want it, and football belongs to the football fans, and we proved that tonight. Over the moon now. Greed has not prospered. We are here with the people, multiple fans, standing against disgusting greed, and we've triumphed. La cupidité n'est pas possible, nous sommes le peuple. Ils auraient mis un gilet jaune, on se serait dit tiens. On connaît quand même, on est en terrain de connaissance. Et regardez ce tweet de Boris Johnson, qui, voilà, c'est les Anglais, quoi, c'est pour ça qu'on les aime. Donc il se félicite bien sûr de l'annonce hier soir. Nous devons continuer de protéger notre sport national chéri. On n'imagine pas un dirigeant français parler du football comme ça. On imagine. Oh, c'est pas possible, quoi. Mais c'est tellement dans leur culture. Même à notre dirigeant britannique, c'est vraiment du beau-jeu, ça. Protéger de lui quoi? Qui peut se permettre. Protéger de quoi? Parce que c'est le paradoxe. Le protéger de l'argent. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que ce sont les Anglais qui, il y a 20 ans, 30 ans, ont contribué à la dérégulation salariale du football. Ils ont accueilli des oligarques qui ont acheté des clubs dans la banlieue de Londres avec un argent qui puait.
vraiment. Ils ont prostitué le football et ils le défendent aujourd'hui. C'est quand même incroyable comme situation, ça. Ce sont les Anglais, parce que le sport, le football, c'est dans leurs racines. Ils ont tout inventé, le football, le rugby, le tennis. Bon, enfin, on est comme ça, on est jaloux, hein. Mais le football, c'est dans leurs racines. Et donc, eux qui l'ont prostitué, ils le défendent aujourd'hui contre l'argent. C'est un retournement de situation incroyable. Et ils ont terrassé tous les grands clubs. Pour finir, l'UEFA. Parce que l'UEFA, ça sort comme les gentils. Mais pas du tout. L'UEFA ne pense qu'au pognon. Rien d'autre. Le conflit entre ces grands clubs et l'UEFA, c'est que les grands clubs, on l'a dit, veulent toujours passer à la caisse. L'UEFA, il prépare une réforme des compétitions européennes pour 2024. Aujourd'hui, il y a 32 clubs, ils veulent en mettre 38. Ils veulent plus de matchs, que les joueurs soient fatigués, qu'ils soient épuisés, qu'ils se fassent des blessures parce qu'ils jouent trop. Mais on s'en fout à l'UEFA. Et l'UEFA, c'est les dirigeants du football européen. On s'en moque. Ce qu'on veut, c'est faire plus de matchs. Ce qu'on veut, c'est faire plus de pognon. Et c'est l'UEFA qui gagne ce match-là. Bon, eh bien, c'était pognon contre pognon, et c'est pognon qui a perdu. Au moins, l'UEFA défend, comme dit François, l'aléa sportif, c'est-à-dire les petits ont une chance de battre les gros. Et c'est pas seulement les gros entre eux, l'entre-soi. Et puis l'UEFA, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement... Cela dit, il redistribue aussi, c'était d'ailleurs un des motifs du mécontentement, il redistribue plus largement que ne l'aurait fait la Super League. Que ne l'auraient fait les 12 qui auraient tout, ou les 18 ou les 20. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement général qu'on voit contre les ultra-riches ou l'entre-soi des riches, ça s'est produit là, en l'occurrence, contre le sport. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait fait plier les gros clubs. C'est aussi la menace que les joueurs qui allaient participer à cette Super League ne pourraient pas être sélectionnés par leur pays pour, par exemple, l'Euro ou la Coupe du Monde. Ça va pas mal jouer aussi. Et dans plusieurs équipes, les joueurs ont fait savoir, parfois publiquement, parfois visiblement dans le vestiaire, qu'ils n'approuvaient pas du tout ce projet-là. Et la palme revient à Zinedine Zidane, qui fait une conférence de presse lundi matin, et qui dit, à sa manière inimitable, « Mon avis n'intéressera personne ». Oh, vous êtes sûr, Zinedine? Moi, ça m'aurait bien intéressé, tiens. Puisque le Real, Zinedine Zidane, entraîneur du Real, le Real est en partie prenante, et visiblement, Zinedine Zidane étant peut-être un peu distant par rapport au projet. Quand le foot est une parabole des passions politiques. François, votre parti pris économique, alors c'est reporté de 24 heures, mais Thomas Pesquet va s'envoler pour prendre sa direction de la mission à la tête de la Station spatiale internationale pour quelques mois. Et vous dites, derrière ces belles aventures humaines, il y a une nouvelle guerre des étoiles. Oui, pourquoi? L'ISS, d'ailleurs, la station internationale dont vous parlez, c'est probablement le dernier projet international. Aujourd'hui même, la Russie, qui est un des membres actifs de cette station qui a été initiée en 1998, en pleine détente, la Russie a dit « je me retire à partir de 2025 et je ferai cavalier seul, parce que je veux aller sur la Lune toute seule et m'associer à la Chine ». Contre les États-Unis. Donc on voit bien que c'est une période qui se termine, en commence une autre. C'est celle, vous l'avez dit, de la guerre des étoiles, c'est celle de la rivalité stratégique pour la conquête de l'espace, c'est celle du chacun pour soi qui commence aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vise? D'abord, il y a des considérations stratégiques, militaires, qui sont très, très importantes, très intéressantes, qui ont été initiées d'ailleurs par Donald Trump il y a quelques années, quand il a créé ce fameux commandement de l'espace. On s'est d'ailleurs moqué de lui. On s'est dit, c'est comme dans un film de Spielberg, c'est grotesque, etc. C'est ça, il y avait l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine. La marine, et puis il crée une armée de l'espace. Et puis, il a été imité par qui? Par Emmanuel Macron, qui, en juillet 2019, a suivi, a pris exactement les pas de Donald Trump. Je vous propose qu'on l'écoute. La nouvelle doctrine spatiale militaire qui m'a été proposée par la ministre et que j'ai approuvée permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace. Nous renforcerons notre connaissance de la situation spatiale. Nous protégerons mieux nos satellites. Si cette guerre des étoiles repart, c'est bien sûr parce que la rivalité stratégique repart. À l'époque où on s'affrontait pour marcher sur la Lune, c'était la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui remet du carburant dans la machine. Mais on vise aussi, et ça c'est tout à fait nouveau, des opérations commerciales, et notamment dans l'exploitation des minerais qui sont à la surface de la Lune. Les Américains ont dit d'ailleurs, nous repartons sur la Lune et cette fois-ci, c'est pour y rester. À partir de 2028, ils envisagent une présence
permanente, humaine permanente sur la Lune. Parce que le sous-sol de la Lune est, semble-t-il, extrêmement riche en minerais rares, dans ces fameux terres rares qui sont nécessités pour la construction de l'électronique. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hélium-3. C'est un carburant ultra puissant qui pourrait être utilisé comme, au fond, une espèce de station-service de l'espace. Si on allait sur Mars un jour, on s'arrêterait sur la Lune pour faire le plein avec de l'hélium-3 et partir tout droit jusqu'à Mars. En fait, l'hélium-3 serait la raison principale de la dernière mission spatiale chinoise qui s'appelle Chang'e 5. Chang'e, c'est le nom d'une déesse mythologique qui veut dire la Lune, justement, en chinois. Et ils ont envoyé à la fin de l'année dernière une fusée sans présence habitée, mais qui était chargée de collecter des roches qui sont aujourd'hui, après avoir été réceptionnées en Mongolie intérieure, analysées secrètement dans un laboratoire à Pékin, justement pour voir s'il n'y a pas de l'hélium-3. Donc, on voit bien qu'il y a en perspective l'exploitation... On a les moyens de ramasser des minerais, Techniquement, oui, on n'est pas loin de ça. Le problème, il est, figurez-vous, juridique. Parce que tout cela est gouverné par un traité qui date de 1967, qui dit clairement la Lune, c'est la propriété de l'humanité et on ne peut pas l'utiliser pour des raisons ni commerciales ni militaires, à des fins pacifiques seulement. Les États-Unis, sous la présidence Obama, ont voté en 2015 un texte qui, justement, autorise l'exploitation privée par des sociétés privées et donc le droit de propriété qui lui est associé sur la Lune. Évidemment, ils ont fait ça en pleine, je dirais, unilatéralisme. Ça a été, comme on peut l'imaginer, prolongé par des décrets pris par Trump l'année dernière, qui a justement précisé un peu les dispositions de tout ça. Tout est prêt. Tout est prêt. Au plan technique, vendredi dernier, la NASA a confié à SpaceX, la société fondée par le patron de Tesla, Elon Musk, le soin de construire une navette. Ça sera une fusée Boeing qui va l'envoyer sur la Lune en 2024. C'est vraiment bientôt. Alors vous allez me dire, et là-dedans, les Européens, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Américains, les Européens. Ils participent justement à ce projet de la NASA qui s'appelle Artemis, visant à coloniser la Lune, appelons les choses par leur nom. Et nos industriels, Thales, Airbus, sont très impliqués dans la réalisation de modules pour alimenter, pour communiquer avec la Terre, parce que ça serait une sorte d'autoroute à terme, qui est visée jusqu'à la Lune, avec la construction d'un hub à proximité de l'astre nocturne pour pouvoir y faire des expéditions très C'est la souvent. nouvelle ruée, non pas vers l'or, mais vers les terres rares. C'est le Far West du 21e siècle. Bientôt, les prochaines bagarres auront lieu sur la Lune. C'est tout à fait possible. Et, alors l'Europe a quand même lancé un programme à elle, mais il vise jusqu'ici seulement les satellites et les lanceurs, qui sont un autre domaine passionnant qui est en plein renouveau, mais qui ne touche pas au voyage habité. Oui, parce qu'on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire que la France est prête à aller et sur Mars et sur la Lune, mais les Italiens préfèrent Mars et les Allemands la Lune, donc ils n'arrivent pas à se mettre autour d'une table et à se mettre d'accord. La division européenne nous tuera, c'est hallucinant. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Martin Blachier, le docteur Blachier, est l'invité d'Elisabeth Martichoux. Merci, bonsoir et à demain. C'était votre programme.